Et là, il me dit qu'il va me tuer. Et il a les pupilles dilatées. Il est dingue. Il hurle. Il bave. Il est menaçant comme jamais. Et là, j'appelle mon fils et je lui dis, appelle les flics parce que je vais mourir. Et lui, il continue à dire, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et moi, j'enregistre et je pense qu'à ça, que j'enregistre. Et mon fils parle, lui dit, si tu la laisses pas, j'appelle la police. Salut Chloé. Comment vas-tu? Très bien, merci. Mais écoute, je suis ravie de te recevoir. C'est une grande première à La Rochelle. On est chez toi. Donc, je suis ravie. Merci de m'accueillir. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille aimante avec une maman mais sans mon père, puisque mes parents étaient très très jeunes quand ils m'ont eue. Donc j'ai été élevée par mes grands-parents qui ont été des piliers voilà, dans ma vie, qui fait que j'ai été élevée, on va dire, dans une façon un petit peu plus ancienne, voilà, avec des règles qu'on respecte. Mais c'était très bien, j'ai beaucoup aimé cet environnement-là. Et j'ai vécu avec une sœur, un frère que j'ai eu, mais qui est décédé petit, et ma solitude. Ok. Donc, on reviendra sur ce sujet. Est-ce que tu peux juste rapidement nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis l'experte du syndrome de l'imposteur chez la femme entrepreneuse. Je travaille aussi avec des femmes qui ne sont pas chefs d'entreprise. Ça a été une grande majorité de mon parcours. Je travaille avec elles en individuel. Mais la femme entrepreneuse m'intéresse parce que du coup, le potentiel est illimité. Elle a des possibilités d'aller chercher la vie qu'elle veut assez vite et sans limite. Bon, on va un peu essayer de comprendre ton parcours. Tu me parles de solitude dans l'enfance. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi tu as cité ce mot directement? Solitude, alors c'est un sujet qui n'est pas simple. Je me suis toujours sentie avoir un jumeau, quelque chose qui, a priori, a été le cas. Mais je suis née toute seule. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, un manque en fait. Et un manque pas de féminin, c'est vraiment un manque masculin. Voilà. Et ça, tu l'as compris très jeune? Enfin, tu le savais tout de suite? J'ai toujours senti que j'étais que la moitié de moi, ou enfin en tout cas la moitié de quelque chose. Et j'ai toujours senti que j'aurais dû avoir un frère. Ça a été une évidence. Et ça a été tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai beaucoup travaillé en thérapie là-dessus. Et tu as compris à quel âge que en fait, tu devais vraiment avoir un frère? Très tôt. Peut-être 2 ans, 3 ans peut-être. Donc tu le comprends à cet âge-là, mais tu le sais officiellement à quel âge? Je le sais plus vers l'adolescence. Okay. Quand ma mère me dit qu'effectivement, certainement, qu'il y avait un jumeau, mais que c'était une époque où l'échographie venait d'arriver. Et puis, alors moi, c'était clair, mais c'était d'une évidence. Après avoir lu beaucoup de choses sur les jumeaux, beaucoup travaillé en psychologie, sur la gémellité aussi, oui, ça c'est une évidence. Et comment tu décrirais la petite Stéphanie? La petite Stéphanie, alors pas facile. Alors déjà une famille voilà, aimante, ouverte à plein de choses. Et moi, je dévore tout. Et en même temps, tout m'ennuie très vite. J'ai besoin de nouveautés. Les gens m'ennuient, les gens sont lents, le monde est lent. Tout va à petits pas. Pour moi, c'est horrible. On commence à me parler, je sais où ça va, donc du coup, j'écoute plus. Je suis à l'école, je sais très tôt que je veux travailler en aidant les gens, donc en psychologie. Très tôt, on me dit non, toi t'es nul, tu feras rien d'autre que d'être sous les ponts. Donc voilà. Et pourquoi on me dit ça? Parce que je vais trop vite. Parce qu'il faut prendre le temps de s'asseoir et de faire des dessins, et que moi, j'ai pas besoin qu'on me le dise, je passe déjà ma vie à ça. À faire des dessins, parce que j'apprends en dessinant, parce que je dis dès la maternelle que je m'ennuie, que ce qu'ils disent ça m'intéresse pas, que je le sais déjà, et que moi je vais apprendre des choses que je sais pas. Dès la maternelle? Voilà. Et on me dit mais non, en fait tu peux pas savoir ça. Bah si, je le sais. Voilà, donc c'est très très pénible en fait. C'est très. Et pénible. tu te sens différente très jeune? Ah, tout de suite, tout le temps et partout. Et comment tu le vis? Mal, parce que déjà les autres m'énervent, les autres sont lents, les autres ont des réactions pour moi beaucoup trop enfantines.
Les autres n'ont pas d'objectif, les autres n'ont pas de rêve, savent pas où ils veulent aller, ni comment ils veulent y aller. C'est pénible, en fait. J'ai l'impression d'être dans une mare de boue et de devoir être là parce que j'ai l'âge d'être là et qu'il faut que je me contente de jouer dans un bac à sable, quoi. Donc la question c'est, mais en fait, je suis pas normale. Ouais, et pourquoi C'est moi? Pourquoi je suis comme ça? Non? ben, ouais, mais c'est surtout alors au départ, c'est pourquoi ils sont tous comme ça? Ah oui, donc c'était vraiment les autres qui étaient Bah, bizarres. Oui, parce que pour toi, moi, tu étais comme ça, c'était ouais. très, très bizarre. Pourquoi les gens mettaient autant de temps à comprendre un film alors que moi, dès les premières minutes, je sais déjà où ça va, j'ai pas besoin de Mmh. regarder le reste du film et donc je comprenais pas. Je prenais des livres et bah, en fait, c'était tellement logique que voilà, je savais où ça allait. Donc pourquoi perdre un temps à lire un bouquin de 500 pages? Et je comprenais pas et je disais aux gens, mais même quand j'ai eu des copines, je leur ai dit: «Mais vous le faites exprès, c'est pas possible». Ouais. Et non, en fait, j'ai compris que c'était leur fonctionnement. Et je me suis dit: «Mais j'ai rien à faire dans ce monde, en fait». Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on apprend l'alphabet. Moi, l'alphabet était déjà compris depuis longtemps. Je savais lire et écrire depuis longtemps. J'avais pas besoin qu'on me redise qu'après le B, c'était le C et ainsi de suite. Et il y a toujours eu quelqu'un qui m'a dit: «Tu feras jamais ci, jamais ça». Et justement, tu rêvais de quoi quand tu étais enfant? Aider les autres. Et comment tu évolues du coup? Alors difficile, j'ai une adolescence extrêmement compliquée où les angoisses, la solitude, tout augmente encore plus. Beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup d'envie de plus être là parce que c'est juste, pas possible. Ma mère lâche, de toute façon, elle dit: «Je j'arrive plus». Ah oui. Tout le monde, me lâche en fait et moi je me dis: «Mais il y a un truc quoi, il y a forcément quelque chose. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que ce monde est aussi lent et pas moi?» Et est-ce que tu consultes? Alors Ou oui, on t'emmène j'ai voir un oui, spécialiste? parce qu'à 10 ans, donc moi toujours dans mon idée de: «Je veux être psy», on me dit: «Non, il faut avoir des très bonnes notes en maths, c'est une matière scientifique, tu les as pas, de toute façon tu finiras sous les ponts, tu es bonne à rien». Alors tu es bonne à rien, je l'ai eu à toutes les sauces et je décide à 10 ans de rentrer en auto-analyse. Donc c'est-à-dire que je fais les cours du CNED sans être inscrite au CNED et de psycho. À 10 ans. Les 5 ans, j'ai fait de 10 ans à 15 ans les cours du CNED. Donc j'ai dit au CNED: «Je veux les cours». On m'a dit: «Oui, par contre, on peut pas vous rentrer en psycho, vous êtes trop jeune». J'ai dit: «Bah, pas tant pis». Donc je récupère les cours du CNED, je ne sais plus par quel moyen, je récupère les 5 années, je trouve un psychanalyste, un psychologue. J'ai dit: «Voilà, je veux rentrer en auto-analyse parce que je veux être psychologue et je veux faire les cours». Donc pendant 5 ans, je suis suivie par intermittence. Évidemment, j'ai pas les statistiques, j'ai pas tout ça Bien sûr. parce que c'est des matières qui sont complexes et à 10 ans, on les maîtrise pas. Mais je me dis: «Mais c'est tellement logique, c'est tellement ça, c'est tellement moi». Enfin, c'est voilà, Et tu c'est ça, comprends quoi. quoi sur toi à ce moment-là? Je comprends pas sur moi, en fait. Je suis pas centrée sur moi. OK. Je suis centrée sur les capacités que j'ai à pouvoir, montrer aux autres que chaque problème a une solution. Travail ma gémellité, effectivement, il en ressort, peu importe le psychologue que je vois, que oui, il y avait un jumeau, c'est évident. Mon comportement, tout est manifeste, en fait, dans ce sens-là. Moi, ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que je me dis: «Bah, je le sais, mais enfin, à quoi ça me sert cette info, en Ouais. fait?» De me confirmer, c'est un truc que je sais déjà. Donc je leur avais dit: «Ça sert à rien d'avoir 20 ans d'expérience pour confirmer un truc, je le sais. Comment je fais pour vivre avec ça?» Ben, il y a pas de solution. Ouais, on te donne pas de solution en fait. Non, On t'explique les problèmes, mais derrière, on te c'est donne ça. pas Bah, vous restez, vous allez grandir, vous allez voir, ça passe. Voilà, ça c'est ouais, un c'est truc que j'ai absolument pas une entendu. solution. J'ai à peu près 16 ans de thérapie derrière moi. Je me suis toujours, dès qu'il y a eu une problématique que je ne pouvais pas régler moi et quand bien même je la réglais moi, j'avais besoin d'avoir un professionnel pour Bien sûr. confirmer. Donc j'ai toujours travaillé sur moi dans différentes thérapies et on m'a toujours dit: «Avec le temps, tout passe». Ouais. Ce qui est pas totalement vrai quand on Non, solutionne pas les problèmes. mais moi, dans ma tête, j'ai pas le temps. Ouais. Voilà et on me disait toujours: «Tu cours tout le temps». Mais je cours pas tout le temps. Je fais des choses qui sont efficaces, qui sont utiles. Ce qui n'est pas utile, j'en veux pas. Et donc tu fais quoi après ces 15 ans? Donc là, tu as déjà 5 ans où tu étudies la psychologie, Ouais, ce qui est déjà énorme aussi jeune. ouais. Après, tu fais Bah, quoi? alors là, c'est le collège. Donc je sors du collège, heureusement, mais avec une moyenne catastrophique. Donc là, c'est le truc, choisissez votre voie. Donc moi, je dis psycho, forcément, on me les rayes de mes vœux, on me dit: «Il est même pas possible qu'on vous propose en psycho» et on m'envoie en compta. Moi, j'ai dit: «Mais non, j'ai 2 de moyenne en maths, je comprends C'est déjà rien bien. aux maths, pourquoi aller en comptabilité?» Et j'arrive en compta, alors à reculons, pas contente, enfin bref, comme je savais le faire aussi à cette époque, bien montrer, parce que moi je suis quelqu'un d'assez, enfin pas d'assez de franc, donc on va dire que même si je dis pas, ça se voit sur moi. Oui. Donc les profs comprennent tout de suite que je suis pas contente d'être là et je tombe sur une professeure, assez ancienne
et qui nous donne un plan de ce qu'on va voir lundi, quoi. Je me dis: «C'est bizarre, elle parle comme moi je parle et elle me met sous les yeux des trucs, c'est comme ça que c'est rangé dans mon cerveau, c'est bizarre». Et du coup, j'apprends ce que c'est que le mot pragmatisme. On m'avait toujours dit: «Toi, tu es trop pragmatique», mais Mmh. sorti de la bouche d'un professeur qui te dit: «Tu finiras sous les ponts», Ouais. c'était vu comme une insulte, si tu veux. Et là, en fait, je fais, 2 ans de compta sans ouvrir un seul bouquin. C'est logique, c'est clair. J'apprends à faire des bilans, je lis des bilans. Pour moi, j'ai l'histoire de l'entreprise, je sais Ouais. ce que veut le chef d'entreprise, comment vont ses salariés, quels sont ses projets dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est tellement évident, quoi. Donc, Voilà. finalement, tu te plais dans la compta. Ouais, Tu trouves un alors je intérêt. me plais et en même temps, à cette période-là, je tombe en dépression, très difficile parce qu'adolescence, on se cherche et moi, te chercher alors que c'est déjà toute l'histoire de ma vie, mais encore plus avec, les hormones et le fait de: «Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je vais devenir une femme? Est-ce que, voilà, ma vie va être mieux? Est-ce qu'on va me comprendre?» Enfin bon, Oui, donc tout grosse ça, quoi. période compliquée. Comment Grosse tu sors période. de cette dépression? J'en sors pas. Ça s'est aggravé quand j'ai eu 27 ans. Donc ça veut dire que pendant 10 ans de ta vie, Oh oui! tu as Oui, été, alors déjà, j'ai toujours été plus ou moins déprimée, mais ça, c'est le fait de, voilà, de m'avoir, m'être sentie seule et puis de mmh, m'avoir, peut-être, mise de côté. Enfin, on va dire, j'avais beaucoup d'amis, j'étais, la tête du groupe, parce que c'était celle qui avait plein d'idées, plein d'énergie, parce que ouais. malgré tout ça, je suis absolument pas pessimiste, quand bien même mes tentatives de suicide, hein. Je suis absolument pas pessimiste. Quand tu parles de tentative de suicide, Mmh. c'est à quelle période de ta vie? Est-ce que tu me parles de ça au moment où tu dis que tu as 10-15 ans? Mais c'est très, très jeune. J'ai dû commencer à 10 ans, je pense, à me rendre compte que la mort était une solution. Donc là, tu Vraiment me essayes rendre vraiment. compte que la Ouais. mort est une solution. Et puis ça a perduré, pendant très longtemps. Et est-ce que tu en parles autour de toi? Les personnes ont conscience que Ah tu bah, fais le ces... voit. De toute façon, on m'a toujours vu, tout le monde m'a toujours dit: «Mais toi, tu souris pas». Et des Ben, personnes essayaient de t'aider? non, ben non. Mais c'était pas une époque où on était aussi à l'écoute qu'aujourd'hui. C'est bien de le dire, Mmh. parce que du coup, ça devait être encore plus dur à vivre Ah bah que oui, ça ne l'est aujourd'hui. bien sûr, Là, la solitude est bien aggravée. sûr. J'ai toujours été optimiste, mais effectivement, il y avait une sorte de tristesse qui m'habitait. Bah, forcément, quand on sait qu'on aurait pu partager ces choses-là à 2, c'est dur, Ouais, hein. Et je tombe enceinte, très jeune. 18 ans. Donc de là, et je me dis: «Bah, OK, ma mère l'a fait, plus jeune que moi, pourquoi je le ferais pas?» Enfin bon, voilà, c'était comme ça. Je tombe enceinte parce que 9 mois avant, je perds mon petit frère qui avait 3 ans, et dès le début de ma grossesse, je sais qu'il y a un truc qui va pas. On m'écoute pas parce que, encore une fois, à l'époque faisant qu'on Ouais. n'est pas assez, heu, Informée. oui, assez informé, alors ça, c'est sûr, mais aussi attentif, en fait. On dit: «Oui, c'est des lubies de femme enceinte». Je crois qu'on entend encore un petit peu ça, Oui, mais c'est vrai. voilà. Mais je suis enceinte donc à 3 mois, je fais un premier séjour à l'hôpital. J'ai des contractions, chose que je ne connaissais pas, qui fait très, très mal. Donc je passe une semaine à l'hôpital. On me dit: «On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que vous avez, rentrez chez vous». Donc je rentre chez moi et je vis 3 mois comme ça. Un peu moins, 2 mois, comme ça. Et là, c'est mon examen, quoi. Et moi, je suis enceinte et moi, ça va pas, et je dis à ma mère: «Écoute, je vais passer mon examen, faut que tu m'attendes dehors et que tu m'emmènes à l'hôpital». Donc tu passes quand même l'examen. Je passe mon examen qui devait être en 3 jours. Je demande à avoir, donc je dis, hein, Ouais. les profs savaient, ce qui se passait. Je leur demande à avoir, toutes les matières en même temps, et je passe mon examen en 2 heures. Toutes les matières de 3 jours en 2 heures. Parce que j'ai pas le choix, Oui. et je monte à l'hôpital et là, on me dit: «On sait pas. On va faire plus d'examens, on sait pas». Et moi, je sens un truc qui va pas, et je dis: «Je veux signer une décharge comme quoi vous n'allez faire aucun test sur moi. Rien m'injecter et rien tester sur moi». Heu, donc je sens que je suis un cas spécial. Alors bon, j'ai toujours été un cas spécial, mais Mmh. là je me dis, bon, j'ai assez lu d'études Ouais. médicales et psychologiques. Je sais que les cas d'études sont rares, et Bien je sûr. sais que je vis un truc grave et qu'on va me servir de moi comme cobaye. Donc je signe ça, j'ai 18 ans, Ouais, tu es très jeune pour avoir déjà cet état d'esprit. ma mère est là, et ils font des tests et des tests, vraiment des examens, on va dire, Ouais. logiques, rien de grave pour moi.
Et à un moment donné, donc c'était un gynécologue homme, et à un moment donné, on me dit, alors j'ai plus les termes exacts, mais ma mère était là, on me dit: «Écoutez, l'infirmière vient, elle me dit: "On doit vous injecter un produit"». On était 2 femmes dans la chambre, celle d'à côté aussi, et on ne comprend pas, c'est beaucoup de tension, c'est quelque chose qui devrait réguler votre tension. Je lui ai dit: «Mais vous venez de dire qui devrait. Je suis sûre que sur moi, ça va pas faire ça». Ah oui, toi, tu étais convaincue. Alors moi, j'ai une bonne conscience de mon corps. Et elle m'a dit: «Mais oui, mais là, il y a pas le choix en fait. On ne sait pas ce qui se passe, Ouais. il faut faire vite». Donc on installe cette perf. À la seconde où elle arrive dans mes veines, je n'entends plus, je ne vois plus, je ne sens plus mon corps. Ah, c'est hyper violent. En fait, je ne vois plus, j'ai un espèce de voile, je vois ma mère bouger comme une ombre et je n'entends plus et je veux dire que ça va pas et je peux pas. Ma mère comprend qu'il y a un truc qui va pas Ouais. et du coup, elle appelle une infirmière, quoi. Et l'infirmière, tout de suite, elle voit que ça va pas. Elle m'arrache la perf et je me rappelle, elle me frotte le corps avec de l'alcool à 90 qui brûle pour que je revienne. Et donc, petit à petit, je recouvre la vue difficilement parce que j'ai mis longtemps à retrouver la vue intacte et je la vois frotter mon corps et je ne sens pas. Et là, elle m'a dit: «On a merdé». Je suis enceinte, hein. Oui. Et il se passe quoi? Enfin, Bah, il se passe que, ma mère, elle est complètement Ah bah, affolée tu m'étonnes. et bah, moi, je suis affolée, mais je peux Toi, rien tu peux faire, rien je dire. peux pas bouger et du coup, l'infirmière, me dit, «Moi, j'y suis pour rien, j'ai dit qu'il fallait pas, tester ce produit sur vous». Et En plus, toi, tu avais demandé ma mère à dit: ce «Mais elle a signé un papier comme oui. quoi rien ne devait être testé» et enfin, quelques minutes après ou je ne sais pas trop le temps, le gynéco rentre. Mais je me rappelle, il est moitié face à moi et moitié face à ma mère. Il dit: «Votre cas, il est trop grave. On ne sait pas ce que vous avez. On vous transfère à Dijon, en urgence, parce que de toute façon, dans peu de temps, vous êtes morte». Et on se retrouve là, moi, coincée dans mon corps. Alors déjà, je m'étais dit: «Ouf, je vais enfin quitter ce corps», mais bon, j'étais enceinte, donc il y avait quand même un truc qui me Oui, quand retenait. même. Mais là, je pouvais rien faire, rien dire. Je le vois entrer, sortir et je vois ma mère décomposer. Et d'un seul coup, les infirmiers sont là, pas le temps de m'emmener, en hélico parce que, on est, 5 femmes à vivre la même chose, ils savent pas ce qu'on a et on dit à ma mère, bah, «Donnez-lui quelque chose». Je me rappelle, ma mère, elle avait un Walkman. «Donnez-lui quelque chose, pour pas, qu'elle entende, tout ce qu'on va dire et qu'elle ait quelque chose qui la détende avant d'arriver parce que sa tension fait que de monter, quoi». Et je me Non, mais retrouve c'est emmenée dans ce truc. J'ai pas de vêtements, j'ai pas de valise, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas si ma mère elle va me suivre, enfin voilà quoi. Et donc petit à petit, ma vue revient mieux, mais elle a mis plusieurs jours à bien revenir et les sons reviennent quoi. Et j'entends: allez plus vite, on va la perdre». Et je me disais: «Mais c'est de moi qui parle, enfin, oui, je parce que suis toi, vu là que tu quoi!» sens rien, en fait, Ah bah oui, moi je sens rien et moi je me dis, «Bah oui c'est grave, mais ça fait tellement de mois que je le dis que c'est grave, je le sais, enfin rien de nouveau pour moi». oui. Je suis dans une situation grave depuis des mois, mais on n'a rien fait. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'affole et s'agite. Je me disais: «Bah, il y a rien de plus grave qu'hier, en fait, hein, ou que la semaine dernière, hein. C'est toujours pareil, hein». Et ça évolue comment? Bah, ça évolue que j'arrive à Dijon, que, arrivée là, une équipe de je sais pas combien de personnes m'attend. Donc là, je prends conscience que, Ton cas est vraiment grave? c'est pas bon et 1re chose qu'on fait, c'est on m'a dit: «Mais tous les médicaments que vous aviez, vous auriez continué comme ça, ce soir vous étiez morte». Bon, bah, OK, mais moi j'ai pas le choix, je choisis pas ce Mmh. qu'on m'injecte et ce qu'on me donne, à ingérer. Et je suis enceinte de 5 mois. Donc on me dit: «Bah, c'est pas du tout le moment pour, vous faire accoucher, donc il faut essayer de faire, passer, des heures. On va voir ce qui se passe». Donc rebatterie de tests, énormément de choses, mais je retrouve petit à petit les sensations dans mon corps, et du coup, bah, voilà, on va dire que j'arrive à passer plein de tests sans avoir trop de souffrance. Et puis, bah, j'ai quelqu'un qui vient, c'est-à-dire que toutes les heures, j'ai une prise de sang, Ouais. toutes les heures, j'ai de la tension. Donc j'avais les bras tout bleus de À force, ouais. perfusion, et de prise de sang. Et puis c'est cool, alors je ne sais plus les délais exacts, mais pas très longtemps, peut-être 15 jours, peut-être même pas. Donc du coup, bah, ma mère, moi j'ai une sœur à cette époque-là, Ah oui. ma mère est toujours dans son deuil aussi, qui est pas facile et puis, bah, ma grand-mère décide de rester avec moi.
Oui, il fallait quand même Donc, quelqu'un à tes côtés. voilà. C'est... Donc moi j'ai mal, j'ai des contractions, donc on m'explique que oui c'est des contractions, mais que mon col s'ouvre pas, mais c'est des contractions. J'avais l'impression que c'était plus Ouais. d'expulsion, quoi. Et puis donc j'ai mal, et je dors mal parce qu'on me réveille la nuit aussi pour me faire des prises de sang, pour me prendre ma tension, et que toutes les heures j'ai du monde sur mon dos, quoi. Et que heureusement, là-bas il y a quand même de l'écoute, Ouais. et elles sont gentilles, et elles me disent mais qu'elles savent pas. Pour le moment, on ne sait pas ce que j'ai. Et ma tante, au vu de tous mes symptômes, cherche et me dit: «Écoute, j'ai trouvé. A priori, ça s'appellerait une toxémie gravidique, donc une prééclampsie». Ouais, donc là, tu comprends tout ce que tu es en train de vivre. Bon, Et ça... alors je comprends, et en même temps, je me dis: «Mais il y a quand même une échappatoire. C'est qu'au bout de tout ça, il y a la mort, quoi». Ah oui. Donc si ma fille vit et que moi je meurs, putain, mais j'ai tout gagné, en fait. Ah, c'est ce que Voilà. tu te dis Ouais, vraiment. parce que petite, je disais à ma mère que j'avais envie d'enfant, mais je lui disais: «Je veux pas d'enfant parce que je sais que je vais mourir». Tu prends pas ça à la légère. Enfin, tu prends ça à la légère, tu vois, C'est quand quand même fort tu de es, dire ça, hein. voilà. Mais tu dis: «Bon, bah, voilà, Oui. c'est elle a pu voir un film, enfin bon». Mais non, non, je savais. J'apprends que j'ai eu mon examen avec 17 de moyenne. Je dis à Dijon: «Mais là, c'est les inscriptions pour aller en bac, comment je fais?» On m'a dit: «Bah, vous pouvez pas sortir, on va appeler, le Oui. rectorat qui vienne». Rectorat: «Non, personne ne viendra vous inscrire. Vous devez venir sur place». Mais malgré la situation, Mmh. il n'y a aucune tolérance. Non, Ça, c'est quand aucune. même... Donc j'ai dit: «Bah, est-ce que ma mère peut venir à ma place?» «Non, vous devez venir en personne». Mais c'est situation exceptionnelle, conditions Ça exceptionnelles. n'existerait peut-être plus aujourd'hui, hein, mais c'était comme J'espère. ça. Donc là, tu peux pas te rendre aux examens, enfin Non, aux aux inscriptions. inscriptions, donc on me dit: «Bah, vous sortez du système scolaire», et immédiatement on sort du système scolaire. Mais c'est, enfin là, tu le vis comme une injustice terrible. Ouais, Parce que tu te dis, en plus, tu as ton examen avec... je me dis: «Ça y est, je trouve ma voie», bah voilà. et en fait, Et voilà. on te dit non. Ouais, et puis, bah, en fait, à un moment donné, tout s'aggrave vite. Donc la situation s'aggrave, tu es toujours à Ouais, l'hôpital. ça s'aggrave vite, ma tension monte, les contractions augmentent, ma fille a de plus en plus de mal à respirer, et du coup, on me dit: «Bah, faut qu'on vous emmène au bloc». Donc au bloc, moi je comprends pas, quoi, c'est pas une salle d'accouchement, un bloc. Non, non. Et c'est là qu'on me dit: «Bah, vous allez avoir une césarienne en urgence», et là, on n'a que quelques minutes. On met un champ devant moi, une étudiante à côté de moi, et j'entends: «Tu lui parles, tu ne cesses pas de lui parler en permanence, il faut qu'elle te réponde». Et moi, je suis partie. Je me dis: «Voilà, c'est enfin, quoi, Ouais. Oui, tu mon sens que ça approche échappatoire». pour toi. Ouais, et puis, bah, de là, tout s'emballe, les machines sonnent, il y a des lumières rouges partout, et je fais une clinique. Donc, pour moi, là, les choses sont claires, ça y est, donc je le sais, je sais que je suis plus dans mon corps, je vois que je suis plus dans mon corps, et tout va bien. J'entends ma fille pleurer et je me dis: «Voilà, j'ai fait mon Ça y job». est. C'est ce que tu voulais. Ah ouais, c'est Là, clair. d'un coup, tu avais Mon tout... job est fait, je peux partir, quoi. Et après, trou noir, et bah, là, je reviens et je suis dans mon corps, et c'est l'horreur. Revenir dans un corps froid, qui a plein de douleurs, c'est atroce. Et la gynéco qui me dit: «On en a chié, mais on est arrivé à vous faire revenir, quoi». Ça a duré combien de temps, cette 3 période? minutes a priori. C'est long? Bah, pas assez parce que je suis encore là. Ouais, mais Pas quand assez, même. mais Pendant t... mais non, mais c'était horrible. Enfin, je souhaite vraiment ça à personne de revenir dans une muraille, et et là, je sais tout de suite, je lui dis: «Vous m'avez fait revenir, ma fille va mourir». Ah là, et qu'est-ce qui te fait te dire ça? Une C'est... sensation, voilà, tu c'était le ou elle ou sais. moi. Ouais, tu savais. Mmh. Et puis, bah, après, bah, il s'ensuit, l'enfer d'être dans un corps comme ça. La tension est montée très, très haut, Mmh. donc ils avaient peur qu'il y ait beaucoup de choses, qui soient abîmées dans mon corps, et et puis, bah, la douleur, tu peux pas te lever, enfin, tu vois? Faut Oui. voilà, c'est plein de trucs, et puis, bah, la douleur de me dire: «Oh putain, ça recommence, quoi». Et puis en néonatologie, prématurée, donc très grande prématurée, 5 mois et demi, Ouais. voilà, et on me dit: «Bah, il faut rentrer chez vous, par contre, il faut continuer à tirer votre lait, il faut revenir tous les 2 jours». Mais là, toi, tu souffres toujours? Enfin, on te laisse... Ah bien sûr, tu souffres toujours, mais bon, c'est comme ça, tu peux pas rester dans une Oui, chambre tu peux pas... d'hôpital, voilà.
Donc je rentre, je fais ce qu'il y a à faire. Je retourne à l'hôpital parce qu'il y a besoin de suivre, mon état de santé et j'attends le moment où ma fille meurt, parce que je sais qu'elle va mourir. Je suis épuisée, Bien sûr. et on me dit: «Bah, il faut lui donner du lait d'une autre mère» et là je lui dis: «Non, si vous faites ça, elle va faire une intoxication alimentaire, elle va mourir». Et on me dit: «Ben non, mais elle est trop petite, on ne peut pas lui donner du lait, en poudre, en fait. Il faut un lait qui a beaucoup plus Oui. d'anticorps». Donc je signe un document comme quoi je refuse le lait maternel et que je prends le risque de lui donner un lait en poudre. Par conviction. Parce que je le sais, Tu le sais. c'est intuitif, là. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou Bien pas, hein, sûr, mais c'est mais au moins toi, intuitif, tu hein. le sais. On t'écoute? Non, un mardi matin, on m'appelle, «Dépêchez-vous, votre fille est en train de mourir». Donc on part, on prend l'autoroute et sur l'autoroute, il est 10h10, je me rappelle, je dis à ma mère: «Tu peux ralentir, elle est morte». Tu savais. Donc on arrive, tout le monde nous attend. Alors ma mère comprend pas, entend pas Mmh. ce que je dis, lui ne comprend pas, entend pas ce que je dis. Moi je le sais. Donc tout le monde nous attend, une chaîne, habillée, en bleu et eux comprennent pas. Je leur dis: «Mais je vous l'ai dit, elle est déjà décédée» et de là, on nous emmène et effectivement, elle est décédée. Et parce qu'il lui avait donné les Alors on me dit pas tout de suite. Ouais. Ma mère est dans beaucoup de peine, Bien sûr. mon conjoint de l'époque est dans beaucoup de peine, moi aussi, mais surtout je veux savoir pourquoi. Une des infirmières, me dit: «Bah, vous savez, elle a fait une intoxication alimentaire et ça lui a perforé le tube digestif, à cause d'un lait maternel, qui n'était pas adapté pour elle». Mais là, si toi, tu as signé des papiers, comment Mmh. est-ce possible qu'ils aient donné ce lait? Comme j'ai signé un papier pour qu'on teste pas de produit sur moi. J'ai, 9 mois en arrière, mon petit frère de 3 ans qui est décédé, là, ma fille qui décède et là, j'ai d'autres choses à m'occuper. Donc rapatrier ma fille à Auxerre, m'occuper de tout ce qu'il y a à faire, heu, choisir un cercueil, tu vois? Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais, que personne ne va gérer ça, que je vais gérer et j'entendais les gens dire: «Ah mais elle va craquer à un moment donné, elle va craquer à un moment donné». Je leur dis: «Mais ça veut dire quoi craquer?» Je pleurais, mais je faisais tout, mais les gens m'ont toujours vue hyper active, en fait. Donc voilà, donc il faut s'occuper de tout ça et puis, bah, une fois que tout ça est fait, heu, je prends conscience que mon frère est décédé, parce que j'avais pas pris conscience. Pendant des mois, je continuais à me lever le matin, je continuais à lui préparer son chocolat. Donc là, les 2 successifs Ça fait beaucoup. et puis, bah, la vie avance. Et comment ça évolue pour toi? Ça évolue que je me dis: «Bah, si je refais un enfant, j'ai la même chose». Parce qu'on me dit, un spécialiste de renom me dit: «Plus jamais vous aurez d'enfants parce que sinon, vous allez mourir». Donc moi, je lui dis: «Très bien, c'est ce que je veux». Il me dit: «Oui, mais est-ce que vous êtes capable de supporter la mort d'un deuxième enfant?» C'est tellement Bon, violent à entendre. c'est clair et c'est pas des spécialistes femmes, hein. C'est que des hommes, donc on va dire qu'il y a, je vais dire, pas d'humanité. Il y a pas de féminité. Oui. Mmh et puis, bah, voilà, la vie avance. La vie avance et je me dis: «Bon, on m'a sortie du système scolaire, je me retrouve toute seule, j'ai rien d'autre à faire et ben, je vais m'inscrire dans une formation». Je choisis de faire un BEP secrétaire médico-social parce que j'aime la médecine, mais je ne veux pas faire médecine, ça n'a jamais fait partie de mes objectifs et j'aime le social et donc je me plonge là-dedans et c'est ultra facile et j'apprends tous les codes de médecine, et c'est facile et au bout de 3 mois, je leur dis: «J'ai fini la formation». Donc je suis à distance forcément parce que je supporte pas d'être, assis à Mmh. écouter quelqu'un de trop long et j'ai dit: «Je veux passer, mon examen». Donc on me rit au nez, on me dit: Bah, bien «N'importe sûr. quoi, Oui. c'est Ils 24 se mois, BEP, vous savez faire comme tout le monde, vous allez au bout». Et j'ai dit: «Bah non, en fait, moi j'ai fini. Je vais pas refaire ce que j'ai fait. Je suis déjà passée une fois dessus, c'est bon, je sais ce que j'ai appris». J'ai ce diplôme, et je me dis: «Bah, c'est bizarre, j'ai jamais rien compris à l'école, pourquoi j'arrive à faire ce truc super vite? Je vais retenter autre chose». Donc je mais m'inscris à une autre formation. mais là, autour de toi, c'est quand même la surprise. On te dit: «C'est Bah, tout le monde me exceptionnel». dit, Tu as «Ça doit être une triché? erreur». Ouais, Ah, c'est pas possible, c'est une erreur. Alors comme Stéphanie, Laurent, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup d'homonymes, c'est vrai. partout où je vais et du coup on m'a dit: «Non mais c'est une autre Stéphanie Laurent». Pourquoi ça pouvait pas être toi? Mais je sais pas, mais moi même moi, je l'ai cru, hein.
J'ai cru que c'était aussi une autre Stéphanie Laurent. Je me suis dit, comment c'est possible qu'en 3 mois, j'ai retenu autant de trucs? C'est bizarre. Enfin, retenu, compris, et que j'étais capable de les appliquer. C'était bizarre. Donc, j'ai testé, j'ai fait une autre formation. Et c'était pareil. Et j'ai continué, et j'ai continué. Et j'ai dit, je veux rentrer en psycho. On me dit, non, vous n'avez pas le bac, vous pouvez pas rentrer en psycho. Eh ben si, je vais rentrer en psycho, en fait. Et j'étais avec mon compagnon de l'époque, hein, donc le père de ma première fille. Du coup, lui m'a toujours entendu dire, je veux rentrer en psycho. Oui, mais il faut avoir minimum un bac, et il faut quand même prouver qu'on est capable d'encaisser des études scientifiques. Mais là, tu venais de prouver que tu étais capable de suivre des études et de les réussir avec Ouais, brio. mais ça... Alors moi, déjà, j'étais pas au fait de mon syndrome de l'imposteur, mais j'étais toujours en train de me dévaloriser. Je me disais aussi, c'est pas normal ce fonctionnement. C'est très bizarre, pourquoi je sors du collège avec moins de 5 de moyenne, puis pourquoi là j'ai des notes comme ça? C'est juste pas possible. Il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Il y a personne qui te dit que tu es sûrement plus intelligente que la moyenne. Non. Parce que non, ça paraît logique, en fait. Du tout. On me parle de chance, on me dit c'est un homonyme, c'est pas possible, vous avez triché, enfin tout. Mais même autour de moi, même des gens très proches, j'entends ça. Parce qu'ils m'ont toujours connue avec des notes catastrophiques et soi-disant être quelqu'un qui se fout des études. Mais non, j'aimais ça apprendre. Mais on me faisait pas apprendre les bonnes choses. En fait, tu rentrais pas dans le cadre. Ouais, c'est ça. Tu apprenais différemment, tu étais différente et du coup, ça dérangeait. Ouais. Et comment ça va se passer pour toi, du coup? Eh ben, ça se passe difficilement aussi parce que mon conjoint de l'époque, mon compagnon de l'époque, je tombe amoureuse de lui très jeune, à 9 ans, je sais que ça va être le père de mes enfants, tout en sachant que si j'ai des enfants, je vais mourir, ça c'est très ambigu. Et donc, on se met ensemble, j'ai 15 ans. Oui, donc tu es très jeune. J'ai très jeune, donc il arrive dans ma vie, il connaît mon petit frère, il voit tout ce qui se passe. Donc, voilà, on vit le décès de notre fille ensemble. Pas du tout de la même manière, mais ensemble. Et puis, c'est là où je commence à vivre des choses à 15 ans très difficiles avec lui. Mais moi, je suis perdue. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu avec mon père. Mon frère jumeau n'est plus là. On va dire que j'ai un repère homme qui me manque, bien que mon grand-père a joué un rôle aussi très important. Mais il me manque un repère homme. Et puis, les filles aiment bien les mauvais garçons aussi, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils vont nous protéger, mais les mauvais garçons se retournent toujours contre les filles. Et c'est un fait que j'ai expérimenté aussi pendant plus de 30 ans de ma vie. Donc, très jeune, au début de votre relation, tout de suite, il y a des choses qui ne sont pas normales qui se passent. Ouais. Dès le deuxième mois. Enfin, alors déjà, dès le début, extrêmement de jalousie. Mais ça ne me gênait pas plus que ça, parce que moi, en plus, j'étais en crise d'adolescence et c'était une période qui a été vraiment dure pour moi. Et je sais, très dure pour ma mère aussi et dure pour mon entourage. Ça, c'est sûr. Mais oui, dès le début de la jalousie, donc bon, ce qui est un petit peu normal, mais on va dire que c'était une jalousie quand même poussée, au point de ne pas avoir des t-shirts, d'avoir des cols roulés, enfin voilà, des choses comme ça. Mais moi, j'étais amoureuse et puis ça passe, quoi. En fait, pourquoi tu tolères à ce moment-là? Par amour, Par amour, et puis parce que il y a un côté où j'aime aussi ça, en fait. J'aime aussi ce côté dominant, on va dire, de prendre des décisions à ma place. Parce que toute ma vie, j'ai pris des décisions. Enfin, déjà, le fait de me lever et de me dire faut que j'aille dans le monde avec tous ces gens qui sont là, c'est une décision, tu vois. Et puis, ça passe, quoi. C'est pas énorme encore à cette époque. Ça passe. Et ça devient ton repère. La personne avec qui t'es. En fait, il fait en sorte que. Ça devient mon repère. Moi, j'ai eu une adolescence tellement compliquée que j'étais punie tout le temps, donc je pouvais sortir quasiment jamais. J'habitais au 4e étage d'un immeuble, il y avait des travaux, donc ils prenaient l'échafaudage la nuit pour venir chez moi, me voir, et du coup ils repartaient avant que ma mère se réveille. Donc c'est comme ça qu'on arrivait à se voir, jusqu'à ce qu'elle le découvre, bien sûr, parce que ça ne peut pas durer. Mais on va dire qu'on est dans l'insouciance aussi à cette époque-là, quoi. Et moi j'ai beaucoup de crises d'angoisse, j'ai beaucoup de crises de nerfs, j'ai beaucoup d'une solitude énorme à cette époque-là, que lui ne comble pas. En fait, et que je pensais que, sachant que ça vient d'un manque masculin, de repères masculins, j'avais très bien identifié, je pensais qu'il allait combler ça, mais non, en fait.
il m'a plutôt noyée dans un fonctionnement qui n'était pas le mien. Et dès le début, il m'a fait croire que des fonctionnements erronés qu'il avait ou qu'il pensait que j'avais étaient les miens. Donc moi, en quête de me trouver, je suis complètement perdue. Je ne sais plus si ce qu'il dit que j'ai dit, je l'ai réellement dit. Ce qu'il dit que j'ai fait, je l'ai réellement fait. Je me dis, ben non, quand même, je sais que je ne l'ai pas fait. Et il me certifie que si. Et là, en fait, il arrive à avoir une certaine emprise sur toi, très vite. Il a une emprise sur moi. Et là, je commence à développer une attention aiguë, plus qu'aiguë. C'est-à-dire que je deviens à la limite de la mémorisation de tout. C'est-à-dire que je sais qui a dit quoi, à quel moment, comment il était habillé, où est-ce qu'il a regardé quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a dit, quand est-ce qu'il a dégluti, quand est-ce qu'il a cligné les yeux. Tout, j'ai tout en mémoire. Je vois tout, je ressens tout, et je me mets à être en quête de tout ce qui est susceptible de me mettre en danger. Et est-ce que tu as conscience, très jeune, dans votre relation, que c'est malsain ? Ouais, alors ça, c'est une ambiguïté très forte chez les femmes maltraitées. Le savoir, ça fait pas la décision. Parce que, déjà, je ne peux pas décider à cette époque-là, je sais même pas qui je suis, j'ai qu'une envie, c'est mourir. Donc, tu vois, il y a certainement un duo dans cette relation-là, c'est que il me fait du bien dans le sens où il m'apporte des choses que moi j'ai pas parce que je suis une femme et il manque du masculin avec lequel j'ai grandi in utero et que j'ai pas. Et en même temps, il me fait du mal psychologiquement et physiquement. C'est pas normal, mais si ça peut me rapprocher de la mort. Ah, en fait, c'est ça. Tu vois ? Oui, parce que tu as toujours envie de mourir. Ah bah oui, voilà, puis alors à cette époque-là. Plus que tout, en fait. Plus que tout, j'ai voulu sauter du 4e étage. Bon. Et t'en parles autour de toi ? Non, alors ma mère m'a déjà vue sur le bord de la fenêtre, ça lui a fait très peur. Et elle le sait, parce que je le dis tout le temps que je veux mourir. Donc, même dans mes comportements, en fait, ça se voit. Oui. Et on t'oriente pas vers des spécialistes pour t'aider ? Si, mais je suis déjà suivie à cette époque. Parce que j'ai décidé d'être suivie. Non, ça m'aide pas. Parce que les psys que je choisisse, c'est moi qui les bouscule. C'est moi qui leur dis, j'ai besoin qu'on pète mes murs, quoi. Allez-y, rentrez-moi dedans. Et on dit, non, faut prendre le temps, faut faire attention, faut pas de décompensation. Mais je suis déjà tellement pas compensée, en fait, que je m'en fous de décompenser. Et moi, je me dis, mais il faut ça. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens qui sont pas capables de souffrir un petit peu longtemps. Ça, c'est au-delà de mes possibilités. Je suis quelqu'un de très forte, mais ça, j'ai pas cette force-là. Moi, je suis capable de souffrir beaucoup, très dur, mais peu de temps. Okay. À partir du moment où tu sais ça, quand on est sorti, tu dis waouh, aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre ça. Hein. Et qu'est-ce qui fait, quand tu fais ces tentatives, quand tu vas si mal, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu réussis pas à passer à l'action ? Une pulsion de vie, un truc qui est plus fort que toi, que tu comprends pas, un truc qui me met en colère. Oui, dire, tu dis j'ai envie de mourir. Pourquoi ? Je me retrouve devant un train et au final je me décale. Je me retrouve au milieu de la route et au final je me décale. Je me retrouve à bouffer des médocs et au final il se passe rien. Je me retrouve en haut de la fenêtre du 4e étage et j'ai pas cette impulsion. Donc il y a une part de toi qui veut vivre, que tu expliques. Tu sais pas. Je sais pas, c'est une part de moi, c'est une pulsion de vie et c'est ce qu'on ressent toujours avant la mort. Enfin, ce qui est dit qu'on ressent toujours avant la mort. Et comment ça va évoluer du coup pour toi ? Est-ce que tu es dans cette relation malsaine ? Ouais, je suis dans cette relation malsaine. Au début, il n'y a pas de violence. À partir du 2e mois, il y a de la violence physique. Ouais. Et bizarrement, dans cette violence physique, dans ce contexte-là, je sais que je peux mourir. Il me le dit. Et pourtant, je me dis, c'est pas le moment en fait. Je dois choisir ma mort. Personne ne peut choisir ma mort. Et si je meurs sous ses coups, bah, je sais pas, c'est comme si c'était pas louable en fait. C'est pas justifié. Tu vois ? Je vois. Et donc, tu excuses. Et tu pardonnes. Et tu restes. Tu excuses. Je pardonne pas. Tu excuses. Et qu'est-ce qui te fait rester dans cette relation ? Je l'aime. Enfin, en tout cas, d'un amour que je crois. Hein, je l'aime. Et puis, le après, la gentillesse, tu vois.
Oui, il finit l'espoir. toujours par s'excuser et en fait, après, ça se passe mieux. Oui, Tu et te dis, puis c'était la dernière fois et ça va aller mieux. oui, et puis il te dit: «Oui, mais tu te rends compte, tu es aussi comme ci, comme ça, c'est aussi toi qui me pousse» et je le sais que je suis comme ça et je sais qu'il y a une partie de moi qui le pousse à ce qu'il me fasse mal pour que, je puisse enfin en finir, en fait. Tu vois? C'est comme si j'étais lâche et puis, en fait, ça continue. Pendant 30 ans. Mmh. Et tu vas avoir des enfants, 31 ans. 31 ans. Mmh. Tu vas avoir des enfants dans ces conditions. Ouais, j'ai une fille en 2000, donc 4 ans après et ça se passe, pas bien. Il est très violent. Il est très violent au début de ma grossesse et arrivé à 3 mois de ma grossesse, il y a un accident qui se passe avec son père. Ça a été un vrai choc, pour moi et on se retrouve à devoir gérer, la fratrie, voilà et donc pour lui, il est dans un deuil, difficile, hein, parce que c'était, voilà, un personnage important dans sa vie et moi je suis enceinte et moi j'ai des contractions déjà, je le sais, que la maladie est là et je le dis pas. Oui, parce que là, on t'avait dit qu'il fallait pas retomber enceinte. Mmh. Et quand tu retombes enceinte, tu Je réagis retombe comment? enceinte sous pilule. Ah ouais. Voilà, c'est pas moi qui ai décidé, je me suis pas dit: «C'est le bon moment» parce que même si j'avais envie, bien sûr, mais j'avais toujours une crainte parce que les Mmh. douleurs de cette maladie, elles sont terribles. Vivre avec de la tension, c'est terrible. Vivre avec des vertiges et tomber toutes les 2 secondes, c'est terrible. Vivre avec des contractions, c'est terrible. Puis il y avait quand même le traumatisme de ce qui s'était Ouais, passé. ouais. Donc là, quand tu apprends que tu es enceinte, comment? Quand j'apprends que je suis enceinte, je suis contente et en même temps j'ai peur de comment elle va réagir, donc il réagit mal et puis, malgré tout ma fille, tient. Malgré les coups et ça continue et voilà, 3 mois, lui, il est dans son deuil, enfin, pas encore dans son deuil, mais dans Mmh. tout ce qu'il y a à faire et donc son père décède et moi, mes contractions s'accélèrent et je me dis: «Mais tais-toi, en fait, c'est pas le moment». Parce que moi, je me suis toujours mise après tout le monde, tu vois? Les Mmh. autres sont toujours plus importants, donc c'est pas le moment. Là, c'est pas mon moment de me plaindre. Oui, tu peux pas te C'est, plaindre. non, je veux pas me plaindre. Donc tu souffres toute seule. Ouais et puis je suis enceinte de 6 mois et là, ça va plus Donc là, c'est et un je le peu sens. l'histoire qui se répète. Ouais. Et là, je sens que ça y est, là, ça a passé un stade. Moi, j'ai une endurance très forte à la douleur. Là, je la tiens plus la douleur, en fait. Donc le stade, il est très haut. Donc on recommence. Je tombe sur un gynéco qui est pas du enfin qui est très, très bon, avec moi. Je lui explique ce que j'ai, il est très bien, mais seulement, il y a toujours pas de remède, en fait. Donc Donc le tu seul souffres remède, c'est toujours. d'accoucher. Donc là, je vais faire un examen par acquis de conscience, mais je sais où j'en suis. Je sais que je suis allée plus loin que ma première fille. Je sais que ça va pas. Je sais que je suis en danger. Ça, je m'en fiche royalement, mais je sais que ma fille est en danger. Donc, à l'hôpital, on fait les examens, puis on me dit: écoutez, j'habitais juste en face de l'hôpital à ce moment-là. On me dit: «Vous avez 1 heure, vous allez chercher un sac, vous revenez». Et j'ai dit: «Bah non, je reviens pas en fait, Oui, je je reste. sors». Non, non, je sors, je rentre chez moi et non, non, il est pas question que je revive ça, 15 jours à l'hôpital Mmh. et tous ces tests et toutes ces prises de sang, et on me dit: «Bah vous sortez pas alors». Donc Parce que tu étais en danger. ouais, donc j'ai dit: «Bah vous allez faire comment?» «Bah on appelle la police et vous restez là». Et là je me dis: «Non, j'ai pas envie d'être là sous contrainte». Donc je sors, je vais chercher mes affaires, j'appelle ma mère, j'appelle mes grands-parents, je dis: «Bah voilà, ça recommence» et je suis hospitalisée. Et puis ça passe quelques jours et on me dit: «Il faut vous envoyer à Dijon». Oui, donc c'est vraiment l'histoire qui se répète. C'est Sauf que le là, même c'est beaucoup plus scénario. vite et que là, je ne dis rien de mes symptômes. Voilà, on me fait des tests: «Vous avez mal quand je touche là?» «Non». «Vous voyez ça?» «Non». «Vous avez ça?» «Non». Voilà et là, je me dis: «Cette fois, c'est bon. Foutez-moi la paix, quoi. Laissez-moi partir» et il est, 21:00 et on me dit: «Bah, l'hélico, il est pas encore là parce qu'il y a eu un accident très grave, on va devoir vous faire accoucher ici» et j'ai pas envie d'accoucher à Auxerre parce qu'il y a pas d'écoute et ils ont pas l'installation non plus pour un grand prématuré.
Donc ça voudrait dire qu'au cas où ma fille serait partie à Dijon. Et je me retrouve avec le gynéco-chef de service qui ne m'aime pas et que je n'aime pas, et c'est physique, lui et moi. Et il décide de me faire accoucher par césarienne alors que ma fille était en train de sortir, par voie basse. Et il décide de ne pas montrer ma fille. Sous quel droit? Parce qu'il a estimé que je l'ai dérangée alors que c'est sa soirée de libre. Il te l'a dit? Ouais. Oui, il l'a dit. Et les infirmières ont dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il dit, j'ai tous les droits, je suis chef de service. On parle de maltraitance gynécologique, ça en fait partie. Tu vois, il y a plein de femmes qui ont vécu des accouchements dramatiques à cause des gynécos hommes. Donc je me retrouve, ma fille qui part en néonate, parce qu'il y avait une néonatologie, mais pas pour les grands prématurés. Et moi je reste là, et moi j'ai ma tension qui chute, et je me dis, bon, c'est quoi. La deuxième fois, c'est la bonne, quoi. Et non, en fait. Il y a quelqu'un au pied de mon lit, il y a quelqu'un qui me surveille toutes les 2 secondes et qui est sans cesse en train de me parler, qui me fatigue, et qui est sans cesse en train de me secouer pour que je parte pas. Et je lui dis, quoi, mais foutez-moi la paix, quoi. Et on me dit, non. Et quand tout va bien, on m'oublie dans la chambre d'hôpital, enfin dans cette espèce de salle de réveil, je suis avec une couverture chauffante, on m'oublie, je suis retrouvée par l'homme de ménage. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là? On m'oublie. On m'a complètement oublié que j'étais là. Ouais. Et je vois ma fille 3 jours après. C'est-à-dire que tout le monde l'a vue. 3 jours après. Et moi, 3 jours après, je la vois. Et donc, elle est plus grosse que ma première fille, hein, forcément. Mais voilà, elle est toute petite. Oui, c'est quand même une grande prématurée. Voilà, grande prématurée. Moi, rebelote, césarienne, et césarienne qui ne s'est pas bien passée, donc beaucoup de douleur. Et là, j'ai dit, je ne veux pas rester ici, il faut que je sorte très vite. Donc, comme je suis en face de l'hôpital, c'est assez vite. Sauf que là, je suis tellement choquée que j'ai pas de lait pour ma fille et que je refuse catégoriquement qu'elle donne du lait maternel. Pour les mêmes raisons que pour ta première. Là, on m'écoute. Et puis, ma première fille est décédée le 29e jour et ma deuxième fille est sortie le 29e jour de l'hôpital. Donc, je la ramène chez moi, un bébé de 2,4 kg. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est minuscule. T'es tout seul. Et tu te démerdes avec un bébé qui hurle jour et nuit, qui est tout petit, qui est intolérant au lait. Tu dois payer 50 francs de l'époque pour 2 biberons qu'elle n'ingère pas, qu'elle vomit. T'as des couches dans le commerce qui sont pas adaptées à sa taille. Il fallait que j'aille dans des magasins de poupées pour acheter des couches de poupées. Tellement tout est compliqué. Tout. Et elle hurle, et les voisins se plaignent, et une pétition pour qu'on quitte l'immeuble parce qu'elle hurle jour et nuit. C'est horrible, enfin, je ne souhaite ça à personne. Et on nous dit, vous savez, on n'est pas équipé pour les prémas, allez en Belgique. Vous aurez de l'aide. Ouais. Donc comment tu fais? Je fais pas, je reste comme ça. Et du coup, la vie avec mon conjoint devient de plus en plus compliquée. Ma fille hurle jour et nuit, lui ne sait pas gérer sa colère. Donc, ça empire, voilà, des moments bien, des moments horribles. Et donc, moi, je décide de reprendre le boulot très vite. Donc, je travaillais en compta, je quitte ce milieu que je ne supportais plus, je décide de faire serveuse. J'avais besoin de mouvement, j'avais besoin de voir des gens. Et du coup, je décide très tôt de laisser ma fille. Donc, aucune crèche n'en veut, aucune garderie n'en veut, parce qu'elle hurle tout le temps. Ah non, elle hurle tout le temps. Pas de nourrice non plus. J'en ai fait plein, on m'a dit non. Tu fais comment? Donc, c'est mes grands-parents. Et avec mes grands-parents, ça va. Et donc, moi, je pars. Je pars me former en restauration. Donc, j'ai 1 mois à peu près au calme. Et puis, bien évidemment, la jalousie, tout ça. Bref. Et puis, de là, je décide de reprendre des études. Donc, je travaille, je gère ma fille, très compliquée, et je reprends des études. Et tu es toujours très jeune à ce moment-là? Ouais, j'ai... Parce que tu as 22 ans? Ouais, 22 ans, 23 ans. Ouais. Mais une maturité qui est assez exceptionnelle. Par la force des choses, hein. Mais voilà, on fait avec, hein. Et comment ça évolue, la situation? Ça évolue que je décide de faire plein d'autres formations que je réussis haut la main et beaucoup plus vite que les autres. Donc, du coup, ça devient coutumier chez moi. Je me dis, bon, il va falloir que je passe à un autre stade parce que je sais pas. Enfin, à un moment donné, je leur dis, mais en fait, c'est le niveau. C'est trop facile, quoi. C'est pas moi qui réussis vite, c'est que tout le monde peut le faire, c'est trop facile. Il y a toujours, tu vois, un truc, un auto-sabotage.
me fait comprendre que bah non, c'est pas à moi en fait. Oui, puis personne de l'extérieur te dit aussi que ça Non. peut être toi qui, oui, Non, tu réussis mieux que les autres. Non. Ça peut être ça aussi. Non. Je suis en restauration, tu vois, je me rappelle, j'ai 100 tables à gérer le midi et j'ai pas un bloc-notes avec moi. Je sais qui a commandé quoi, qui en est où, qui attend quoi, qui est en phase de payer. Et ça m'étonne en fait. Donc je leur dis, donnez-moi plus de tables. Et à l'époque, il y a personne autour de toi qui est comme ça? Parce que c'est pour ça aussi que j'ai voulu que tu fasses cette interview, parce que je trouve ça tellement important d'avoir des rôles modèles. Non. Parce que ça permet un peu de savoir où on va. Personne. On me dit, t'es pas normal. Oui, on te dit, Il y a c'est quelque toi. chose. Okay. Et lui, d'ailleurs, me dit, hein, t'es folle, tu devrais aller à l'hôpital psychiatrique. Ouais, je suis allée à l'hôpital psy. Je leur ai dit, je dois avoir un truc qui tourne pas rond, c'est pas possible. Et là, on me dit quoi? Bah, on me dit non. Oui, que tout va bien. Parce il n'y a que pas de cause que vous soyez ici, prenez pas de la place de quelqu'un qui en a besoin. Non, a priori, tout va. Donc, je fais faire des tests parce que j'entends les sons très très forts. Je fais faire des tests chez un ORL. Le truc, il est rédhibitoire, je peux même pas le faire tellement les sons sont violents, je hurle. Je dis bah non, on peut pas le faire. Je vais faire la même chose chez un ophtalmo parce que la lumière m'aveugle et c'est horrible les maux de crâne que ça me donne. On me dit bah, c'est impossible de réaliser les tests. Et aucun médecin, aucun spécialiste se dit, trouve un peu ce que tu as. Non, aucun. Donc je continue les études, je fais des trucs, je fais des formations canadiennes, je fais des formations en France, je suis dans différentes écoles et ainsi de suite. Et après je me dis, non mais il y a un truc, il faut que je change le niveau. Peut-être qu'il faut que j'aille faire des trucs plus compliqués. Enfin, qui pour moi seraient plus compliqués, parce que c'est pas possible que je réussisse comme ça. Tu t'orientes vers Et quoi? en même temps, je continue à vivre de la violence, je continue à entendre que je suis nulle, une bonne à rien, que de toute façon je sers à rien dans la vie, que je ferais mieux de mourir. Et de la violence physique, et de la violence verbale en permanence, et il me dit blanc, il me dit noir, il me dit bleu, il me dit rouge, il me dit vert, et il me dit que c'est moi qui comprends rien, et que c'est moi qui est cinglée. Et toi, est-ce que tu te dis que t'es folle à ce moment-là? Ah oui, totalement. Oui, donc ça joue aussi sur le fait que tu prennes pas de décision de partir, parce que tu dis en fait c'est moi le problème. Totalement, et à un moment donné, j'ai plein de déclics dans ma vie, mais pas suffisant pour partir. Mais j'ai un déclic, c'est quand je me retrouve dans un endroit, je ne sais plus si c'est un restaurant ou quoi, je me retrouve dans une pièce, je me retrouve dans un endroit, et je suis en thérapie. On me dit, donc ça se passe pas bien avec mon ex-compagnon, comme à chaque fois qu'on sort, hein, c'est pour ça que je ne voulais plus sortir, et on me dit, c'était comment la pièce, décrivez-la moi. Et je leur dis, là il y avait une fenêtre, là il y avait une porte, là il y avait des toilettes, là il y avait... Et on me dit, non mais c'est pas ça que je vous demande. Décrivez le restaurant. Il y avait des tables, il y avait des gens, il y avait des tableaux. Je dis, je sais pas, j'ai vu toutes les portes de sortie. C'était un automatisme en fait. Il fallait et là, à chaque fois on m'a dit, donnez-moi une autre situation dans laquelle vous avez été. Et en fait, les lieux, je les connais. C'est-à-dire que j'y vais pas parce qu'on y mange bien, j'y vais parce que je sais que là, il y a une porte et je peux partir. Mais tu pars pas. Non. Je pars pas parce que on me dit, mais tu peux pas faire ça à tes enfants. Tu serais une mauvaise mère. Et puis, c'est comme ça, c'est ce que vivent les femmes. Il n'y a personne autour de toi qui te soutient et qui te dit non, c'est pas normal. Non, des fois on me dit, oui, pourquoi tu t'en vas pas? Mais pourquoi je m'en vais pas? Enfin, je veux dire, j'ai choisi ma maison, j'ai choisi mes meubles, j'ai choisi le lieu dans lequel je vis, j'ai choisi tout ça et ce sera à moi de partir, et sans rien. Avec des menaces de plus voir ma fille, parce que bien évidemment, il y a des menaces. Et puis, je pars pas parce qu'il y a des bons moments, en fait. Ouais, c'est ça qui te fait rester. Et la culpabilité La culpabilité, d'être mère. Ça, c'est un truc sur lequel tout le monde joue et c'est terrible. Je suis pas une mère, en fait. Je suis une femme qui a eu des enfants. Oui, mais on te dit tu peux pas faire ça à tes enfants. Donc tu endures. Ils t'en voudront, ils te le reprocheront, tes enfants vivent sans toi, tu te rends compte ce que ça va leur faire. Mais alors que tes enfants vivent aussi la violence, puisqu'ils voient toute cette violence. Ah oui, tout à fait. Donc pour eux, c'est aussi malsain. Oui. Mais on te dit quand même reste parce que le modèle familial, il faut qu'il reste. Oui, et puis parce qu'il faut un coupable. Et moi, je suis la coupable toute dévouée depuis toute petite. Je suis tellement différente des autres. Donc, on va même à me dire, change. S'il est comme ça, c'est peut-être parce que toi, t'es comme ça. Change. Mais je dis, mais je n'arrête pas de changer. Je n'arrive même pas à savoir qui je suis, en fait. Oui, puisque dans tout ça, en fait, t'arrives jamais à trouver ta place. Non. Alors déjà, ma place, étant toute seule au lieu de deux, elle est compliquée. Mais non. Et par contre, je sais un truc, c'est que il me tuera pas.
Il me Pourquoi? démolira, mais il ne me tuera pas. Parce que je lui laisserai pas la possibilité. Jamais il aura ce plaisir. Et je lui ai toujours dit, si jamais ça arrive, alors déjà j'avais pris des précautions, mais j'ai dit, si ça arrive, c'est vraiment parce que j'aurais pas été vigilante. Mais si je dois mourir, c'est moi qui décide de mourir, c'est pas toi. Mais ça veut dire que tu vis 30 ans de ta vie dans le stress, Ah oui. l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer, de savoir que ça va mal se passer. Ah bah puis de tout, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, je sais pas, on peut être dehors, il peut y avoir, je regarde un truc, il est convaincu d'autre chose, je dis quelque chose, il s'est créé un film sur ce que j'ai dit et ça part. Donc oui, jeune, ça a été violent, à me traîner dans la rue, à me frapper dans la rue, à m'insulter dans la rue, et il n'y a pas une personne qui bouge. C'est Les ça gens qui me sont là paraît et fou. regardent. C'est qu'en fait, ton entourage savait. Tout le monde savait, Ouais, alors, plus ou on moins. savait pas tout, mais oui, bah oui. Tout le monde savait que c'était quelqu'un de très colérique et puis tout le monde s'en accommode en fait. Voilà. Tout le monde sait que je vis des choses. Personne ne fait quoi que ce soit. Et tout le monde dit ah bah Stéphanie, elle fait pas aimable, bah Stéphanie, elle fait trop sérieuse. Quand on retourne voir la famille à 6 heures de route, ah bah Stéphanie, elle arrive, elle fait la gueule. Bah Stéphanie, pendant 6 heures, elle s'est pris plein de trucs dans la gueule en voiture. Elle s'est fait pourrir. Elle a entendu des insultes auprès des gens qui sont devant. Elle a vécu dans un stress en permanence, les enfants aussi. Et qu'au bout de 6 heures, bah ouais, je suis pas forcément joyeuse en fait. Oui, puis ça te convient plus et toute cette vie-là fait Non. que c'est pas ce que tu veux. Et puis il n'y a pas de changement en fait. Moi je travaille toujours sur moi. Je suis rentrée, donc je décide de reprendre mes études du coup, en psycho. Enfin. Et on me dit non, vous n'avez pas le bac. Et j'ai dit donnez-moi un autre moyen sans le bac. Et on me dit il faut une lettre de motivation en béton. Donc je fais une lettre de motivation. Je rentre en psycho. C'est très dur. C'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Mais je m'accroche et je continue à travailler sur moi en parallèle, parce que pour moi, c'est inévitable dans ce métier de continuer à travailler. Et de là, je suis en bac plus 2, je décide de faire un diplôme universitaire en fac de médecine sur un domaine qui m'intéresse. Et on me dit, à mon avis, vous allez vous ennuyer, on va plutôt essayer ce DU-là. Et je dis, non. Bac plus 11, l'entrée, je suis en bac plus 2, enfin bac plus 11, ça veut dire qu'il faut être médecin. Moi, je suis en bac plus 2, je vais rien comprendre, quoi. Et la secrétaire me dit, ouais, mais je pense que vraiment, vu votre profil, ça peut être bien, on va tenter. Donc pour la première fois, on te dit que tu peux réussir quelque chose auquel même toi, tu prétends pas. C'est ça. Et là, c'est un challenge. Alors moi, j'adore les challenges et les défis, et puis moi surtout, j'en vis tous les jours, hein, tu vois. Le challenge d'être là le lendemain dans un état à peu près bien. Et du coup, je fais ma démotivation, je fais mon dossier, et elle me dit, un mois avant, vous êtes passé à titre expérimental, vous êtes accepté. Je lui ai dit, oui, mais moi j'ai pas les sous en fait, comment je fais pour payer ça? C'est une formation qui coûte super cher en fac de médecine. Et elle me dit, vous inquiétez pas, vous avez toute l'année pour payer. Et là, je reçois le programme, une année de cours doit être fait en 15 journées. 15 jours. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai fait plein de formations, je les ai réussies très bien, en 10 fois moins de temps que ce qu'il fallait, mais là, je pense que c'est au-delà de mes capacités quand même. 15 jours, ça fait court quand même. Parce que moi, j'ai pas besoin de médecine derrière moi. Hein. Donc, si on demande un bac plus 11 en médecine, c'est que derrière, il y a de la biologie moléculaire, enfin, il y a tout un tas de trucs que certainement j'ai pas, quoi. Et donc, je me retrouve là, 49 médecins et moi, au fond de la classe. Bien évidemment, on me dit tout de suite, vous parlez pas, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes une intruse. Et t'as quel âge à peu près? 30 ans, peut-être. Et là, le professeur parle en fait pour moi. Tout le long des cours, j'ai l'impression qu'il parle pour moi. Donc, c'est-à-dire qu'il écrit une première formule en biologie moléculaire. J'arrive à peu près à suivre. Deuxième ligne, j'arrive à peu près à suivre. Troisième ligne, je suis plus. Je me dis, mais où est-ce qu'on en est là? Je ne suis plus du tout. Quand je demande de l'aide, on me dit, ah ben non. Oui, vous avez voulu être là, assumer. Rendez-vous. Et de là, le midi, le professeur mange avec moi. Il me dit, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, pas ça. Il me dit, écoute, c'est très simple. C'est comme la recette d'une pâte à crêpes. Je vais t'expliquer les ingrédients. Quand tu mélanges tout ça, tu vas voir, c'est facile. Et là, je comprends tout. Donc là, c'est la première fois vraiment que tu as quelqu'un qui t'aide, qui croit en toi et qui te donne les clés pour réussir. Sauf qu'il me dit, écoute, c'est bien, tu veux aller
domaine de psycho. Moi, je voulais faire de la recherche. Il me dit, c'est bien, par contre, il faut que tu saches que ce ne sera pas ton nom qui sera en gros. Tu seras toujours relégué derrière. Il faut que tu l'assumes. Et il sait que la justice, c'est pas pour moi. Que là, non, j'en ai marre d'être relégué derrière un homme. Et il me dit une phrase qui est très forte. Il me dit, tu sais, un homme peut se prendre des coups de poing dans la gueule. Il a la force. Une femme, c'est très moche. Donc, il me dit, choisis ce que tu veux. Je lui dis, je continue. Je passe mon examen. J'ai mon examen avec mention. Ça, c'est incroyable quand même. À ce moment-là, mais là, j'y crois pas. Hein. C'est-à-dire que là, je me rends, c'est à Dijon, à la fac de médecine. Ils me disent au téléphone, vous l'avez eu. Bon, jusque-là, ok, je l'ai eu. Et elle me dit, vous avez une mention. Je lui dis, non, je me rends, je fais la route. J'y vais, je dis, non, mais je veux voir. Mes notes, c'est pas possible. Et si, j'avais... Donc là, tu as tout réussi, alors que techniquement, il fallait un bac. Super contente, tu vois. Oui. Et je lui dis, non, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Elle me dit, mais si, c'est normal, c'est bien vous. Je lui dis, mais non, c'est pas normal. Je vous assure, au vu de mon parcours et de ce que j'ai fait, comment j'ai pu faire une année de cours en 15 journées. J'ai bossé chez moi parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais moi, j'ai pas un bac plus 11, quoi. Comment j'ai fait? Elle me dit, mais on s'en fiche, c'est le résultat, vous êtes diplômé. Et après ça, tu fais quoi? Et après ça, j'ai la renommée de ce professeur extrêmement connu dans le monde. Il décède, donc je ne peux pas continuer les formations avec lui. J'ai une lettre de recommandation de son bras droit. Et de là, je me dis, ok, je suis en 2e année de psycho, j'ai ce diplôme. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je travaille avec ça? Parce que tu as plein de diplômes, au final. Oui. Puis surtout, on me dit, c'est pas pour vous, ce diplôme. Je peux pas mettre une plaque. Tu vois? Pourquoi? Si tu as eu le diplôme? Pourquoi tu peux parce que tout seul comme ça, c'est pas possible en fait. Il faut que ça soit lié à quelque chose. C'est que les médecins qui peuvent mettre cette spécialité. Alors pourquoi on t'accepte dans l'école si après tu peux rien en faire? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça a été un challenge en tout cas. Donc, je me dis, ok, je vais retenter. Donc, bac plus 2, j'ai ce diplôme. Bac plus 3, je me dis, ok, je vais faire un autre. Là, cette fois, je fais un diplôme interuniversitaire à la fac de médecine de Nantes. Et pareil, j'ai pas le niveau pour rentrer, mais j'ai mon diplôme. Et on me dit, comment vous avez eu ça? En bossant quand même, parce que ça a été dur. Oui. Mais voilà, et on me dit, ok, parce que vous avez ce diplôme, venez. Et donc, je fais ce diplôme et j'ai mon examen. Et qu'est-ce que tu fais après tous ces diplômes? Je refais un 3e, donc j'ai 3 spécialités. Je m'arrête en maîtrise de psychoclinique parce qu'on ne veut pas de mon dossier parce que je suis beaucoup plus diplômée que les professeurs hommes. Et comme me dit un directeur, vous comprenez madame, ça fait tâche. Voilà. Je suis contactée par 2 facs de Belgique qui me disent, nous on veut votre profil, venez chez nous pour terminer vos études. Je suis à La Rochelle, c'est beaucoup trop loin. J'ai un stage qui était ici à La Rochelle. Ça fait 2 ans que j'étais en stage là. Je peux pas. Clairement, je peux pas. Je suis épuisée en plus. T'as ton rôle aussi de maman. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai mon rôle de maman. J'ai eu un fils entre-temps. Et puis surtout, j'ai fait la route La Rochelle-Nantes tous les jours. Et ma 3e spécialité était à Bordeaux. Donc le week-end, je faisais Bordeaux. Donc je me levais à 4h du mat. Ouais, ça a été dur. Très, très dur. Je me sentais pas. Psychologiquement, je voulais aller en Belgique. Hein. Mais physiquement, c'était impossible. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai mis plus d'1 an à m'en remettre. C'était trop dur. Donc j'ai eu un fils entre-temps. Une grossesse non souhaitée, bien évidemment. Mais parce que trop de risques. Et puis surtout, j'avais plus envie de vivre ça et je voulais plus d'enfants. Mais surtout, quand je l'ai eu, j'ai découvert à la limite des 3 mois. Et mon profil fait qu'on ne peut pas non plus faire d'avortement. Oui, donc, ma gynéco de l'époque m'a dit, il nous reste qu'une seule chose, c'est la prière. Pour que ça se passe bien. Pour voir où ça va aller. Et je sais que ça se passe bien. Et je sais que ça va se passer bien. Et une connexion se crée avec mon fils immédiatement. Je sais que c'est un garçon. Une connexion incroyable. Je prends une gynéco tout de suite. La gynéco, elle entend tous mes ressentis, tout ce que je sais dans mon corps, tout ce que je vis. Je lui dis, elle me dit, mais c'est incroyable de ressentir tout ça. On l'apprend dans les livres parce qu'on a une conscience aiguë de ce qui doit se passer, mais normalement, on ne le ressent pas. Et moi, je ressens tout et elle est là. Et tout va. Et à 8 mois et demi, la maladie se déclenche. Mais c'était plus tard que les 2 premières grossesses. Donc là, déjà, c'était différent. Donc là, j'arrivais à gérer parfaitement ma tension. J'étais
Enceinte, j'aurais pu rester enceinte toute ma vie, je crois. C'était tellement un bonheur que j'avais absolument pas ressenti mes 2 premières grossesses. Et puis, voilà, là, la maladie se déclenche. Ma sage-femme me dit: «Non, là, il faut aller à l'hôpital» et je lui dis: «Non, mais ça va, je peux gérer, j'ai connu pire» et elle me dit: «Non, non, là, ça serait con que il se passe quelque chose à ce terme». Donc là, je vais à l'hôpital m'attend, je préviens, hein. Mais alors avant, tel que beaucoup de femmes enceintes font, tu vois, j'ai besoin de faire mon ménage à fond, mon repassage à fond et je m'écris une lettre. Je me dis: «Si jamais je reviens pas, il y aura ça pour mon fils». Ah oui, parce que tu as quand même encore cette Ouais. idée de moi je vais rester. J'ai cette idée de je peux mourir, mais là, j'ai plus envie de mourir. Comment Donc tu si l'expliques? je meurs, je sais pas, mon fils a résolu des trucs. Enfin, mon fils, cette grossesse a résolu des choses. Et là, je vais à l'hôpital et tout le monde m'attend et tout le monde panique et je leur dis: «Ouh là, vous allez vous calmer, je veux pas de stress. Vous me laissez tranquille, dans ma chambre. Et ma gynéco arrive et c'est le mot d'ordre. Vous lui fichez la paix, personne ne rentre». Voilà. Et je suis suivie à distance. Il y a des écrans. J'ai des contractions extrêmement hautes. Et moi, je gère royal. J'ai fait du yoga maternité. Entre-temps, j'ai fait 2 ans de formation yoga maternité. Donc, je gère, je suis bien. Je sais que je vais accoucher par césarienne. Je veux une césarienne, d'ailleurs. Et on me dit: «Bon, on va essayer par voie». Je leur dis: «Non, non, c'est pas ça. Mon fils ne sortira pas comme ça non plus». Et ça se passe bien. Et je suis accueillie dans un bloc où c'est le calme. Ouais. Tout le monde sait ce que j'ai vécu. Le gynéco, qui est pas le mien, me dit dès le début: «Je ne comprends pas comment vous en êtes arrivé à ce stade avec la maladie que vous avez». Parce que là, elle est déclenchée à un stade très haut. Et je comprends pas. On comprend pas tout ce que vous avez mis en place durant votre grossesse pour que ça se passe aussi bien. Mais je vous promets qu'on va tout faire pour ne pas intervenir dans ce que vous avez fait. Donc, il me demande si je veux de la musique, je lui dis oui. Il me dit: «Est-ce que vous voulez qu'on parle?» Je lui dis non. Il me dit: «Vous avez quelque chose, une consigne que vous voulez?» Je lui dis oui. Vous, en même temps que vous allez m'opérer, je veux savoir tout, où vous en êtes. Parce que j'ai besoin, moi, de faire un travail de cicatrisation. Et il me dit: «Oui, mais il faut connaître le corps». J'ai dit: «Je connais le corps. Je veux tout savoir seconde par seconde». Donc pour la première fois, on t'écoute et on fait ce que tu demandes. Et là, il dit à tout le monde: «Si vous n'êtes pas capable de respecter ce qu'elle veut, vous sortez». Il y a 17 personnes dans le bloc avec moi. Ah, c'est énorme. 4 anesthésistes. Donc je sais qu'il y a 4 anesthésistes, donc le gynéco et après beaucoup de monde et du monde derrière les vitres. Oui, parce que c'était exceptionnel. Ouais, c'était exceptionnel. Et là, il y avait trop de lumière pour moi, donc je demande à ce qu'il y ait moins de lumière. Il y a la musique. Et là, je ferme les yeux, je lui dis: «On peut y aller». Et tout s'est bien passé. Et ben on y va. Il fait son job, moi je fais le mien. Mon fils naît, il crie pas. D'ailleurs, il me dit: «C'est la première fois que je fais naître un enfant qui me sourit et qui me regarde». Je vois mon fils, on me l'amène. Ouais, tout est différent. Tout est différent, hein, il a un poids normal et ainsi de suite. Et là, je regarde, mon fils part, je sais qu'il va bien. Et je lui dis: «Ça y est, je relâche». Ouais. Et là, je chute. C'est quoi? C'est tu relâches tout depuis Ma toutes ces tension chute années? et là, je suis en train de mourir, en fait. Et je descends à 10 de tension, 9, 8, 7. Et voilà. Et là, il m'engueule et il me parle comme on m'a jamais parlé. Il me dit que c'est irresponsable. Le médecin te dit ça? Ouais. Que je peux pas faire ça. Que j'ai démontré à tout le monde Que tu étais forte? qui j'étais. Et que je pouvais certainement pas laisser quelqu'un avoir raison sur moi. Il m'a dit: «Vous pouvez pas, vous avez pas le droit». Il dit: «Montrez-leur à tous que vous valez bien plus que ce qu'ils vous ont dit». Et c'était dur, en fait. Je pensais pas à mon fils, je pensais pas à tout ça. Je me suis dit: «Ça y est, lui, il va bien. Il va vivre». Et voilà, et tout va bien. Et il me parle et il me dit: «Mais vous avez pas le droit, quoi. Vous vous rendez pas compte, vous avez pas le droit, vous avez fait un truc qui est inhumain. Donc vous devez rester là et vous devez le dire et vous devez, arrêter de vous battre, en fait. Vous devez éliminer tous ceux qui veulent avoir le dessus sur vous, quoi». Et en faisant ça, petit à petit, il y a un truc qui se passe, tu vois? Ma tension remonte. Pas envie de dire: «Oui, je vais lui donner raison», ça se fait malgré moi, tu vois? Ma tension remonte.
Il Et, a eu les mots qui... il a peut-être... été violent. Mais en fait, c'est ce qu'il me fallait. Oui, tu avais besoin de ça à ce moment-là. Il a été violent et comme il m'a dit, mais moi je ne crois absolument pas à tout ce que vous avez fait durant votre grossesse, c'est écrit dans mon dossier. Il me dit, je n'y crois pas. Il me dit, vous vous rendez compte? Vous venez de me montrer que je suis un menteur et que je devrais avoir honte de penser ça. Il dit, je vous garantis que la moindre femme qui va me dire qu'elle fait du yoga, qu'elle fait de la visualisation, qu'elle fait de la méditation, qu'elle ressent ça et ça, mais je vais la prendre à 1000% au sérieux. Il dit, plus jamais dans mon discours, je vais dire, mais non, ça c'est une pratique de bonne femme. Donc, tu étais en train de le faire changer d'avis. C'est énorme. Mon dossier médical, je l'ai vu, il y avait écrit en gros miracle dessus, parce que c'était pas possible, soi-disant, de faire ce que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai eu mon fils, et puis mon fils, c'était, alors je vais pas dire ma raison de vivre, parce que ma fille aussi, mais que ma fille c'était assez compliqué, c'était dur pour elle aussi de s'intégrer, ça l'a encore, étant grande prématurée, mais mon fils c'était très fusionnel, il avait un fonctionnement un peu similaire à moi, et puis moi je vais vite, et lui il allait vite, et on allait bien ensemble, et tout allait bien, sauf que voilà, j'étais toujours pas traitée de la bonne façon, pas aimée de la bonne façon. Peut-être que je ne traitais pas de la bonne façon et peut-être que je ne l'aimais pas de la bonne façon aussi, mais en tout cas c'était déviant. Et puis déviance sur déviance sur déviance, je me mets à mon compte, donc à 20 ans, 25 ans, j'ouvre mon cabinet en thérapie, donc, très jeune. après en nutrition santé, ma première spécialité, je reçois des gens sur prescription médicale, et ainsi de suite. Et de là, j'entends encore plus fort les bruits. J'ai plus de luminosité qui me transperce le cerveau. J'ai plus d'envie. J'ai plus de réactions neurologiques. Ça va encore plus vite. Je lis en un rien de temps des livres. Je prends, je sais pas, n'importe quelle formation. En 3 jours, je suis capable de te faire un programme de plusieurs années, quoi. Et à ce moment-là, on n'explique toujours pas Non, pourquoi. On n'explique pas. Je suis dedans, je peins, je fais des tableaux, je mange pas, je dors pas, je peins, je te produis 70 tableaux qui vont faire une expo en 3 jours. Je sais pas comment je fais, je comprends pas. Et je peux faire plus, et je sais que je peux faire plus, quoi. Et est-ce que tu fais des recherches pour comprendre, pour essayer d'un peu... Ouais, mais comme on me dit que je rentre pas dans les cases, c'est pas ça. Ouais, mais Donc je sais pas. Si tu fais des recherches, tu vas bien voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi. En fait, c'était compliqué parce que c'est un mélange de plein de choses. On m'a dit, vous êtes peut-être autiste, mais l'autisme a plein de formes. À cette époque-là, je sais pas que l'autisme a tout un tas de formes. Et puis, surtout, les peu de personnes à qui je dis que je suis maltraitée, on me dit, mais c'est ça, c'est des échappatoires. Vous êtes capable de créer énormément de choses. Et oui, à un moment donné, si tu veux, je suis en réunion avec des gens, la salle est grande, et au bout de la table, il y a quelqu'un qui fait ça. Et j'entends tous ses cheveux craquer dans ma tête. Un bruit. Oh, je sors. Je me dis, mais c'est horrible. Je sors. Je vais loin. Et j'entends tout ce qui se dit comme si j'étais là. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. J'appelle une neuropsychologue. Et je lui dis, j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence parce que ça va pas. Là, je suis aveuglée d'un rien. J'entends des bruits très forts. Alors, elle me dit, comment ça, très fort? Je lui dis, très très fort. Je dis, je peux plus aller dans un restaurant. J'entends tout ce qui se passe dans la bouche des gens. Je supporte pas ces bruits. J'entends ce qui se dit dans les cuisines. Je suis dans un hôtel, j'entends ce qui se dit dans les chambres. Enfin, mais je peux pas. Ça te rend folle. Ah, ça me rend folle. Ça doit être ça me rend folle. Ouais. Et puis, lui me dit que je suis folle. Voilà. Aussi. Oui. Et je suis en vigilance tout le temps. Donc, voilà. Et donc, je lui dis tout. Voilà, j'arrive première séance, je lui dis tout. Je lui dis ce que je vis, les maltraitances, physiques, psychologiques. Même si physique, il y en a de moins en moins, mais psychologique, de plus en plus. Et je lui dis tout ça, et je lui raconte l'histoire des cheveux, et je lui dis tout ça, et elle me dit, on va passer un test. Moi, entre-temps, je suis en psycho. J'ai fait tous les tests possibles et inimaginables qui ont bien dit que j'étais pas folle. Donc, c'était le moment, hein. J'étais en stage, donc j'avais un stage d'1 année. Donc, j'ai dit, je veux passer tous les tests, parce que je veux être sûre, en fait. Et non, je ressors très saine de tout. Mais même, par contre, très saine de tout. Mais on te dit pas? Non.
On n'explique toujours pas. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est que oui, on te prouve que t'es pas folle, Ouais. mais derrière, on te dit pas pourquoi tu On me ressens dit tout rien. ça. On me dit rien. Et donc, la neuropsy me dit, on va passer un test de vos potentiels intellectuels. Et là, je fais un test et le test s'avère que voilà. En France, il y a des critères différents d'autres pays, mais en fait, je sais que c'est ça. Et depuis toujours, je sais que c'est ça. Et je sais décrypter ce test parce que j'en ai fait passer plein, moi, durant mes études, enfin, durant ma formation, durant mon stage, j'en fais passer des tests HPI. Pourquoi je me suis pas dit, c'est ça. Faut que je fasse ça? À aucun moment, tu t'es dit, bah oui, en fait, c'est moi. Non. Parce que tu disais, je suis folle. Ouais. Ouais. Et du coup, elle me pose des questions et il y a des réponses qui sont logiques très vite. On a des trucs qui sont chronométrés. Par exemple, tu as une feuille, 4 feuilles, une double feuille, recto verso, et tu as des symboles. Un chiffre équivaut à un symbole. Donc, tu en as 9, comme ça. Et elle me dit, je vous chronomètre. Il faut aller vous allez où vous pouvez, le plus loin possible, si vous pouvez. Et je lui dis, ça va, il y a 4 feuilles. Il me dit, non, mais on fait pas les 4 feuilles. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, j'imprime les trucs et je fais les feuilles. Et j'arrive quasiment à la fin de la 4e feuille. Le chrono s'arrête. Elle me dit, non, mais là, j'ai vu ça. Je lui dis, j'ai pas réussi. Hein. On m'avait dit, voilà, tu vois, c'est un drôle de la voilà. J'ai pas réussi, quoi. Alors que bon, t'es allé quasiment au bout de la 4e, quoi. Elle me dit, comment vous avez fait? J'ai comme vous, j'utilise mon cerveau, quoi. Le 1, c'est ça, le 2, c'est ça, j'ai retenu. Et puis, au fur et à mesure que j'ai vu, elle me dit, mais vous bougez même pas. Non, en fait, parce que j'avais une vision sur tout, et donc j'étais comme ça, j'avais pas besoin de... Voilà. Et donc, voilà, on fait le retour, et elle me montre différentes sphères dans lesquelles je suis plus ou moins à l'aise, et dans lesquelles je suis ou dans la moyenne basse, au-dessus de la moyenne basse, ou moyenne ou moyenne haute. Et là, on arrive dans la sphère du langage, du français, de la compréhension, de la verbalisation. Et là, elle me dit, vous êtes dans le haut de la moyenne haute. Vous êtes là-haut. Donc, pour la première fois, on met un diagnostic et on te dit, voilà, pourquoi tu ressens tout ça, pourquoi... Donc, elle me dit, compréhension instantanée, apprentissage instantané, enfin, tout va vite, quoi. Tout est logique. À partir du moment où ça va être logique pour vous, ça monte, quoi. Et là, tu réagis comment? Parce que pour la première fois, tu comprends? Pas bien. Elle me dit, donc je rentre chez moi, elle me dit, voilà, on va se revoir après pour parler de ça. Je rentre chez moi, je suis un peu déboussolée, je me dis, ok, c'est ça. Et donc, je vais voir par rapport à mon score, et je vois, on est 6% de la population française est dans ce score. Et je me dis, t'en fais quoi? En fait, je vais parler à 6% de la population, quoi. C'est-à-dire que je vais me coller 94% des gens qui comprennent rien, qui sont lents, qui disent que c'est moi qui va trop vite, moi qui est trop franche, moi qui est trop cash, alors que c'est eux qui perdent du temps. Même à mon cabinet, les gens, quand je leur disais, on arrête de se voir, ça y est, je suis au bout de ce que je peux vous apporter. Ils disaient, non, mais je vous paye. Non. Mais en fait, non. Moi, ça ne m'intéresse plus de travailler avec vous. Le problème, il est là, je vous ai dit, il est là, on va faire ci, faire ça, vous le faites pas. Vous voulez rester avec votre problème. Je dis, oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je vous paye, je peux rester autant de temps que je veux. Non. Et dans ta vie personnelle, est-ce que ça change quelque chose? Alors, ça a pu expliquer des choses, je pense, aux gens autour de moi. Voilà. On m'a dit par la suite, je savais que tu allais bien t'en sortir. Bon, oui, c'est facile, parce que pendant toutes les années où tu as souffert... Maintenant, c'est diagnostiqué, voilà, c'est ça. On me diagnostique aussi hyperesthésique. Donc, l'hyperesthésie, c'est un sens sur les 5 qui sont développés. Donc, moi, je les ai tous. Donc, difficile. Donc, c'est pour ça que tu ressens tout plus. Ouais, que tout plus. Et puis, bien évidemment, elle me dit, attention, relation dysfonctionnante. Donc, vous dysfonctionnez. Et elle m'a dit, là, vous êtes arrivé à un stade très grave, vous risquez de faire un arrêt cardiaque. On est en train de passer le test, et à un moment donné, je lui ai dit, il faut qu'on arrête. Je sais qu'on peut pas couper dans le test. Normalement, on peut pas faire ça. Je lui ai dit, il faut qu'on arrête. Elle me dit, non, on peut pas. C'est chronométré. Je lui ai dit, écoutez, il y a un bruit. C'est incessant, il faut arrêter, parce que là, je vais devenir dingue. Elle sort du cabinet, elle me dit, non, il n'y a pas de bruit. Je lui dis, je vous assure, il y a un bruit. Je lui décris le bruit. On cogne dans une salle, on rentre dans une salle, il y avait un kiné. Et je lui dis, c'est là, il y a un bruit sur une de vos machines. Et le gars, il dit, non, il n'y a pas de bruit. Je lui dis, je vous assure quand même, je l'entends ce bruit. Je lui décris le bruit. Le gars, il me dit, non, mais c'est dans le ventilateur du moteur.
Et c'est en fait un truc qui prend des mesures sur un tapis. C'est impossible que vous puissiez l'entendre. Je lui ai dit, mais je n'entends que ça, en fait. Donc moi, je peux pas me concentrer sur ce qu'on est en train de me dire, quoi. Mais le quotidien doit être horrible. C'est horrible. Je supporte rien ni personne. Alors, ça appuie sur le fait que je suis folle, tu vois. Oui. Voilà. C'est toi qui es insupportable, c'est toi qui supportes rien, de toute façon, tu tolères rien ni personne. Bah si, c'est juste que je suis mis dans un environnement qui est tellement étouffant, tellement conditionné à dysfonctionner, que ben mon cerveau, il en peut plus, quoi. Mes connexions neuronales, c'est en permanence. C'est-à-dire que je sors, j'ai analysé toutes les situations autour de moi, toutes les pièces, les rues. Je me rappelle des noms des rues, je me rappelle des plaques d'immatriculation, je Tout sais est combien il y a de démesuré. personnes dans la voiture. Tout. C'est trop, c'est invivable. Et comment tu mets un terme à tout ça? Je me dis que ça y est, c'est pas la bonne chose. Donc on a une société, on décide de fermer la société. On continue à travailler ici, tous les deux, c'est invivable. Je supporte pas d'être dans la même pièce que lui, personne ne me supporte plus non plus. On prévoit d'un commun accord qu'il faut que ça cesse. Donc les choses se passent à peu près bien, on va dire, ce qui est étonnant, ce qui m'étonne. Et puis en fait, ça se passe pas si bien que ça. Parce que lui, il est convaincu que je fais tout un tas de trucs. Bref. Et ça va trop loin, beaucoup trop loin. Et des menaces de mort, comme toujours. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Et je décide d'aller porter plainte. Et de là, c'est pris au sérieux, contrairement à avant, c'est pas. Et je suis auditionnée pendant 4 heures, et on me pose beaucoup de questions intimes, beaucoup de choses sur mon passé. Et le gendarme, le policier, je lui dis posez-moi toutes les questions, cette fois je dirai tout. Parce que tu l'avais déjà fait plusieurs fois. Et j'avais T'étais déjà allée au commissariat. Ce qui s'était passé. Non. Ah. Non. J'avais une fois où j'ai fait une crise de panique. Je ne pouvais plus respirer. De chez moi au travail, je suis partie à pied, donc j'étais en crise de panique. Je suis arrivée au bureau, il m'a suivie et il s'est lâchement et gentiment moqué de moi. Donc il a renvoyé tous nos salariés, il s'est moqué de moi, il était devant moi, il me disait ah, t'es en train de crever. Hein. Moi je pouvais plus respirer et j'appelle les urgences et au lieu de m'envoyer le SAMU, ils m'envoient les flics qui me disent écoutez madame, prenez votre sac, partez. Je lui ai dit mais je suis habillée comme ça, avec ce que j'ai sur moi, mon sac à main et mes enfants. Et on me dit ah mais ma petite dame, quand on veut jouer aux grandes, on assume. Je parle de ça il y a 5 ans. Je comprends même pas qu'on puisse dire quelque chose pareil. Et là, j'ai dit je fais comment, il m'a pris la clé de la voiture. Ah, t'as rien. Et voilà. Et on me dit ma petite dame, quand on veut jouer aux grandes, on assume. Donc on t'aide absolument pas. Donc tu retournes. T'as Et pas le choix. Oui, ils me disent même que c'est à moi de quitter mes bureaux, tu vois. Et puis ils partent. Et là, je sais que je vais payer le fait que les flics soient venus, que c'est pas moi qui les ai appelés. Et voilà. Et donc là, c'était trop. Là, je savais qu'il y avait du danger. Donc je suis auditionnée. Je raconte tout avec un certain détachement. Parce que j'ai tellement remis tout ça dans ma tête depuis tout le temps, puis il y a eu des bons moments, puis tout n'a pas été horrible. Hein. Quand je dis ça paraît horrible, mais oui, parce que on sépare pas parce que tout va bien, de toute façon. Bien sûr. Mais donc je dis tout, et puis donc ça va loin, et puis des questions très intimes, et puis ci, et puis ça, et puis je dis tout. Et de là, je rentre chez moi, et puis je vis l'enfer. Et puis je suis appelée par 2 enquêteurs, avec un enquêteur là, un là, 2 caméras, et je suis bombardée de questions pour voir si je dis vrai, ce qui est normal. Et on me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Et je leur dis, mais vous devriez être une femme en fait. Vous devriez vivre ce qu'on vit. Parce que c'est pas si simple. Ah non. Pourquoi on part pas? C'est pas parce qu'on le veut pas qu'on part pas. C'est parce qu'il y a un contexte, il y a un environnement, il y a des menaces, c'est un tout. Il y a tout un tas de choses, quoi. Et c'est dit aussi pour déstabiliser, en fait, hein, bien évidemment, je le comprends. Et là, on me demande de décrire des comportements, on me pose des questions, et je décris comment il réagit. Et on me dit, mais il est complètement dingue. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une expertise psychiatrique? J'ai dit, bah oui. Et il me dit, mais il faudra que vous acceptiez de faire la vôtre. Je dis, mais maintenant, même si vous voulez. Mais tu étais prête à vraiment mettre un terme à tout ça. Je suis prête à démontrer que c'est lui qui est cinglé, hein, c'est pas moi.
Et, et là, j'ai dû faire 5 heures d'audition, donc en tout presque 10 heures d'audition. Et on me dit, les menaces de mort et tout, c'est bien, mais il nous faut des preuves, quoi. Et je rentre chez moi. Et il m'attend. Et il appelle mon fils. Et il dit, regarde, ta mère la pute a été se faire sauter par toute la ville. Encore. Et mon fils dit, mais j'ai rien demandé, en fait, c'est vos histoires. Ouais. Et là, il me menace de me tuer, de tuer tous ceux qui soient des anges couchés. Enfin bref, il me piste en permanence. Il devient dingue. Mais dingue. Et moi, j'ai besoin d'évacuer. Je me dis, je vais monter me changer, je vais aller courir. Et je monte et j'ai un réflexe, c'est de mettre mon dictaphone. Et là, en fait, il m'empêche de fermer la porte de la salle de bain. Il tape dans la porte de la salle de bain. Et là, il me dit qu'il va me tuer. Et il a les pupilles dilatées. Il est dingue. Il hurle. Il bave. Il est menaçant comme jamais. Et là, j'appelle mon fils et je lui dis, appelle les flics parce que je vais mourir. Oh là là. Ton fils à quel âge? C'était il y a 2 ans. Donc adolescent. Et là, je le sais, en fait. Je le sais. Donc, je tiens tête. Parce que je le fais parler. Enfin, je fais parler. Oui. Je tiens tête, en fait, parce que déjà, je suis comme ça aussi, je tiens tête. Et il me dit, je vais te tuer, toi, tous tes mecs. Enfin, et il répète, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et il tape dans la porte et dans les murs et dans je ne sais quoi. Et toi, tu l'enregistres à ce moment-là? Moi, je l'enregistre. J'essaye de maintenir la porte comme je peux. Et mon fils vient et s'interpose. Je voulais pas que mon fils voie ça. Je voulais pas qu'il rentre dans cette histoire. Et ça s'est fait comme ça. Et mon fils lui dit, laisse-la tranquille, elle te demande juste de la laisser tranquille. Laisse-la partir si elle veut. Et lui, il continue à dire, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et moi, j'enregistre et je pense qu'à ça, que j'enregistre. Et mon fils lui dit, si tu la laisses pas, j'appelle la police. Et là, il suit mon fils et il le menace. Et là, c'était le truc de trop. Je lui ai dit, tu touches à mon fils, mais c'est moi qui te tue. Et donc, bien évidemment, il me prend de haut et ci et ça. Et là, je suis dans une colère telle que lui, la sienne redescend un peu. Il a toujours les pupilles dilatées. Il descend en m'insultant tous les noms. Et là, j'arrive là, dans mon cabinet, là où on est. J'appelle le commissariat et je leur dis, j'ai porté plainte. Il vient de me menacer. Il m'a dit, vous avez enregistré? Oui. On arrive. 10 minutes après, 3 policiers sont chez moi. Il est dehors. Et on me dit, il s'est drogué, il a bu. Non, on dit, c'est pas possible. Vu dans l'état où il est, c'est pas possible. Et là, ils ont peur qu'il ait une arme. Donc je dis, non, enfin, j'en sais rien. Et de là, je leur fais écouter l'audio. Enfin, la policière qui reste avec moi écoute l'audio. Les 2 policiers sont avec lui dehors. L'empêche de me voir. Et en fait, elle écoute, dès qu'elle entend je vais tuer, elle appelle ses collègues, elle dit on l'emmène. Ah oui, là, Voilà. T'avais enfin la preuve que... Ouais. Ils lui disent d'aller chercher ses affaires, ils montent avec lui. Il comprend pas. Lui a l'impression qu'ils viennent pour moi. Parce que je suis folle, parce que c'est moi qui, soi-disant, la mets dans cet état-là. Et elle me dit, il faut venir au commissariat, il faut venir porter plainte pour menace de mort. Et mon fils est là, et elle lui dit, t'étais là, t'as tout vu, tu t'es interposé, est-ce que tu veux venir témoigner? Et il a dit, oui, il faut que ça cesse. Il a dit, je laisserai pas mon père tuer ma mère. Oui, c'était plus possible pour tout le monde. Et de là, on finit au commissariat, et ça a été dur, quoi. Ça a été encore de nombreuses heures, et ça a été dur. Et puis, tu vois, t'es là, tu racontes tes trucs, ça s'écoute. Et puis mon fils revit ça, et puis j'avais pas envie de tout ça, puis j'avais pas envie de... Enfin, c'est pas aux enfants quand t'es les parents, quoi. Et puis quelqu'un rentre, et puis me dit, il est là, il est à côté, il est calme, il s'excuse, et là, tu culpabilises, quoi. Tiens. Et je me dis, mais putain,
putain de vie de merde, quoi. Tu vois, t'es une femme et puis t'excuses, quoi, tout le temps. Tu passes ta vie à excuser les autres. Tu passes ta vie à excuser les autres qui t'ont lâché, les autres qui t'ont pas cru, les autres qui t'ont pas aidé. Et puis t'es là, t'es entouré de policiers, et puis ils s'excusent, quoi. Mais là, à ce moment-là, t'es avec les policiers, t'y retournes pas? Là, alors j'y retourne pas, je rentre chez moi. Je passe de nombreuses heures là-bas, mon fils aussi. Je retourne chez moi, lui reste en garde à vue. Et un des enquêteurs me reçoit le lendemain, me dit, moi je voulais qu'il reste, enfin voilà, on m'a dit il faudrait qu'il reste 2 jours. J'étais partie sur cette idée et en fait on me dit non, le juge a dit qu'il fallait qu'il sorte. Et comment il peut sortir avec tout ce qui s'est passé? Parce qu'après il redevient normal en fait, il redevient gentil. Tout le monde l'a toujours vu comme quelqu'un de gentil et moi la méchante. Oui, mais là t'avais la preuve, t'avais les audios qui prouvaient. Ton Oui, fils, mais en plus. parce que voilà, c'est pas c'est pas suffisant, j'en sais rien, c'est pas assez. Donc l'enquêteur m'appelle, il me dit il va sortir. Par contre, il vient juste prendre ses affaires. Il doit repartir immédiatement. Il a interdiction d'être là pendant 2 mois. Donc, est-ce que vous voulez qu'il y ait une patrouille qui vienne? Je suis un peu sous le choc, tu vois, du truc. Je me dis mon fils, il a été choqué. C'est compliqué. Donc voilà, au bout d'un moment, il me dit bon, de toute façon, il n'y a personne de dispo. Donc le truc, c'est que vous avez mon téléphone, vous me dites dès qu'il est là, et vous me dites dès qu'il est parti. Si j'ai pas de vos nouvelles, en 1 heure, il y a une patrouille qui vient. Mais ça paraît. Et je lui dis mais en 1 heure, je peux mourir en fait. Largement. Bon bref, ça se fait comme ça. Donc lui rentre, tout penaud, tout, tu vois. Et moi, je suis partagée en fait entre mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis peut-être que ça lui aura servi de leçon. Mais en même temps, je l'aime plus. Enfin, je veux dire, j'ai plus rien à devoir à cet homme, quoi. Et de là, il prend ses affaires et puis voilà, il part. Et puis il part et puis il décide de travailler sur lui, il décide de, je sais pas, de faire face à ce qu'il est, j'en sais rien. Et puis on parle et puis comme à chaque fois, en fait, oui, c'est des promesses et puis c'est de la gentillesse, puis d'un seul coup, il a de l'écoute, il a de la compréhension et je me sens rassurée. Et puis on se dit pourquoi pas, quoi. Et dans le pourquoi pas, il y a le pas. Et il y a le pourquoi. Donc je me dis cette fois j'y vais avec vigilance. Et on se retrouve en dehors de chez nous. Et je tombe malade. Et je me dis mon corps réagit violemment. Pour toi. Encore. Donc il faut écouter. Et on se remet ensemble en avril. Ouais, c'est ça. Et le 1er juillet, ça merde. Il y a un truc qui a changé chez lui, je le sais, je le vois, je le sens, je lui ai dit. Il me dit non. Et je sais, je sens en moi que les choses vont repartir. Il n'y a plus de violence physique. C'est que psychologique et verbal. Et lui me certifie que non. Et là, en fait, ça dégénère. Et je suis pas bien. Et c'est plus lui. Et c'est clairement, je supporte plus qu'il respire dans la même pièce que moi. J'évite d'être dans la même pièce que lui. Je supporte plus rien de lui. Lui, il ne supporte plus rien de moi. Et donc là, c'est un fait. Il faut que ça cesse, quoi. Donc en septembre ou octobre, on se dit c'est bon, ça cesse. Et puis, on s'habitue à vivre comme ça. Tout va plus ou moins bien. Ça fait tellement d'années que... Voilà, comme des potes. Et puis, moi, j'ai ma vie. Et puis, je rencontre des gens, et ainsi de suite. Et puis, lui se dit, non, en fait, c'est pas fini. Parce que on lâche pas une proie comme ça. Et puis, Noël, je décide d'annoncer à tout le monde. Et lui, il comprend pas. Et lui, il est pas d'accord. Et voilà. Et là, c'est fait. C'est dit. Et je reprends ma vie en main. Je me reprends en main. Et je retire ma plainte. Ah, tu retires ta plainte? Ouais. Je retire ma plainte. Parce qu'il y a les enfants. Parce que même s'il n'allait pas en prison, il y avait risque de prison. Si il allait en prison, c'était ici. Personne n'aurait pu aller le voir. Toute la famille est loin. Donc tu culpabilises quand même? Je suis conciliante. Je culpabilise pas, mais je suis conciliante. Par contre, j'excuse pas.
Et je pardonne pas. Non. Et je pardonne toujours pas. De toute façon, j'ai rien pardonné de ce qu'il m'a fait. Et tu peux pas pardonner ça. Non, mais on pardonne pas en fait. Et puis il faut pas pardonner. Non. Il faut garder la force d'avoir cette haine en fait envers eux. Parce que c'est pas normal. Et donc là, tu pars. Non, je pars pas. Il part. C'est ce que tu voulais. Bah oui, parce que moi je suis bien ici, parce que lui, comme il dit, il a rien ici, il va pas continuer à vivre à côté de moi, à voir que moi je reconstruis ma vie, enfin je me sens bien, et lui est pas bien. Et puis parce qu'il a rien ici, parce que partout où il est pas bien, bah oui, mais en même temps il est bien avec personne, ça se passe mal avec tout le monde. Et puis moi j'ai pas l'intention de partir. Donc voilà, donc il part. Et puis un mois après, à peu près, il revient, et puis il a réfléchi, et puis il est convaincu que je suis la femme de sa vie, et puis, voilà. Et moi, j'entends ça. Je suis sur mon ordi, et au fur et à mesure qu'il me dit des trucs, il y a quelque chose qui monte dans mon ventre. Et il finit par me dire, bah, je suppose que tu es arrivé à la même conclusion que moi, t'es la femme de ma vie et que je suis l'homme de ta vie, quoi. Je lui dis, je suis arrivée à une conclusion, c'est sûr. Tu n'es pas l'homme de ma vie, tu n'as rien à faire chez moi. Je t'ai toléré là pour venir voir les enfants. Ne m'adresse plus la parole jusqu'à la fin du week-end que tu sois parti. Je pars, je vais courir pendant longtemps, je veux pas le voir. Les enfants sont pas là, partent, font des trucs. Mon fils s'enferme dans sa chambre, ma fille n'est pas là, il se retrouve tout seul là. Et il comprend que ça a été trop loin. Et le lendemain, il s'excuse et il me dit, bah, j'espère qu'on va reprendre notre relation. Je dis non, j'excuse pas, on ne reprendra pas notre relation. Enfin, déjà pas de relation de couple, ça c'est sûr, mais même pas de relation. Plus de relation. Voilà, ça ne sera pas possible. Et bah, j'ai besoin de lui parce qu'on a encore une activité en commun et c'est lui qui détient des informations. Et puis il y a mon fils, et puis voilà. Et puis bah, ma fille décide de partir vivre avec lui. Et je me retrouve avec mon fils et ça se passe à peu près bien, on va dire. Et lui supporte pas. Lui, pour lui, bah, c'est plus dur que ce qu'il pensait en fait, parce qu'il pensait que j'étais la femme horrible, terrible et la pute de toute la ville. Au final, il se rend compte que c'est pas ça, donc il s'excuse. Mais donc toi, t'es déterminée à passer. Oui. Enfin, je veux dire, tu froisses une feuille de papier, t'as beau la lisser et la repasser autant que tu veux, t'as toujours froissé en fait. Ça changera pas. Donc voilà. Et puis bah, les choses font que non. Là, je suis convaincue et tellement convaincue, c'est que quand je rencontre des gens, ou même dans la famille, quand je dis que je suis séparée de lui, la première chose qui leur vient en tête, c'est « tu n'y retournes pas hein. ». Oui. Je leur dis « mais tu es tellement mal placée pour me dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'y retournes pas ?» Si je suis restée, c'est parce qu'il y avait des bénéfices dans tout ça. Puis parce que, bah, en fait, tu connais pas autre chose, 31 ans de ma vie, j'en ai 47. Oui, puis tu étais très jeune, c'était la majorité de ta vie. C'est ça, les 3/4 de ma vie, en fait. Et puis parce qu'il y aurait pu peut-être avoir des choses qui se seraient bien passées, je ne sais pas. Mais beaucoup de traumatismes aussi chez lui, beaucoup de trucs à travailler. Et puis, il a commencé une thérapie, la psy a bien cerné quelque chose. Et puis, bah, il a dit, oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais vous n'êtes pas pervers narcissique, monsieur. Oui, mais comme beaucoup de PN qui trouvent des psys qui leur disent, vous ne l'êtes pas. Oui. Oui, alors que c'est totalement le cas, avec tout ce qui s'est passé. Bah oui, il n'y a pas d'autre chose. Et toi, d'un coup, tu découvres un peu la liberté, le fait de vivre. Alors moi, je me dis, mais je vais vivre seule, mais mon Dieu, c'est le bonheur. J'y ai que moi à gérer et je me retrouve ultra saine, c'est-à-dire que mon corps, tout ce stress part. Je suis bien dans mon sport. Le sport, cette fois, a des effets sur moi. Je m'assis, je me muscle, je me retrouve bien. Donc, il y a beaucoup de kilos de stress qui partent. Et je suis ultra bien, en fait, dans ma vie, quoi. Et je me dis, mais ça, j'aurais dû le sentir beaucoup plus tôt. J'aurais pu le sentir beaucoup plus tôt. On peut toujours. Mais c'était pas le moment. Mais voilà, il y a un moment. Et puis, il y a un moment, et puis, il y a des impératifs. On vivait ensemble, on travaillait ensemble. C'était 24 heures sur 24 ensemble. Moi, j'avais des activités extérieures, mais lui, quasiment pas, en fait. Ces activités tournaient autour de moi. Donc, c'était un étouffement en permanence. Tu vois, c'est que dès que j'avais quelque chose de nouveau, ah bah ça y est, tu vas encore perdre du temps à faire ça. Mais parce qu'en fait, mon fonctionnement n'était pas le sien. Moi, je comprenais très bien qu'il avait un fonctionnement en plus beaucoup plus lent que la norme, d'après moi. Mais lui supportait pas mon fonctionnement. Donc, et quand tu te retrouves seule,
Tu fais quoi depuis? Tu as changé d'activité? Alors, je bosse. Parce que l'issue est C'est ça, incroyable. je travaille et je me dis, mais en fait, c'est pas mon syndrome de l'imposteur. C'est leur syndrome de l'imposteur. C'est eux qui m'ont créé ce complexe, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un complexe. C'est eux qui m'ont complexé, parce que j'étais pas comme eux, parce que j'étais pas aussi lente qu'eux, parce que j'étais pas aussi nulle qu'eux, parce que j'étais pas capable d'apprendre une seule chose à la fois. C'est à cause d'eux que j'ai développé ça. Mais mon syndrome de l'imposteur, il m'a mis un perfectionnisme, certes extrême, mais pour le coup, je suis contente d'avoir passé des jours et des nuits à pas dormir ni manger et puis avoir appris tout ce que j'ai appris. Ça m'a amené là où je suis. Ça m'a amené aussi dans mon cabinet, que j'ai toujours à aider beaucoup de femmes, tu vois, plus de 600 femmes accompagnées, que ça soit en nutrition qui peut être la première porte de sortie. Mais la nutrition, pourquoi? C'est parce que j'ai tellement de stress en moi. Je suis tellement agressée par le monde extérieur que je mange mal ou que ce que je mange, ça s'assimile mal et que je prends du poids ou que je suis pas bien et que je veux me retrouver en santé. Et la santé, c'est pas que la santé physique, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé psychologique. Enfin, on s'alimente d'aliments, mais on s'alimente des gens aussi autour de nous. Bien sûr. Tout ce qu'on me rabâche toute la journée, bah forcément que j'ai cru que j'étais folle à un moment donné, à force de me l'entendre dire à longueur de temps. Donc aujourd'hui, Tu vois, tu essayes d'aider les personnes qui ont aujourd'hui, ce mon syndrome de syndrome. l'imposteur, c'est pas un handicap. Le syndrome de l'imposteur, c'est un catalyseur. Si tu veux, c'est une boule à neuf qui a gardé énormément d'énergie que j'aurais pu mettre dans de la création. Mais c'est toujours là, c'est toujours disponible en fait. Donc je m'en sers. Et j'ai créé Intuitive Academy et j'ai créé le programme Glow Up Absolute pour des femmes entrepreneuses, parce que les femmes qui décident de s'émanciper, quand elles ne peuvent pas s'émanciper dans énormément de domaines, souvent c'est par leur job. C'est vrai. Parce que c'est une porte de sortie, parce que ça permet de gagner de l'argent, d'être indépendante et derrière de pouvoir gérer les enfants, la famille, pour celles qui décident aussi de s'en occuper. Mais ça cache d'autres choses. Tu sais, la maltraitance, c'est pas que les coups. La maltraitance, c'est celui qui va dire « bah tu chiales encore ». Ah, attends, c'est bon, quoi, je t'ai rien dit. Ouais. Non, mais tu vas pas non plus prendre la mouche. Mais tout ça, c'est de la maltraitance, en fait. Qui a le droit d'intervenir sur une émotion qu'on vit? Personne. Tu sais, il y a une phrase qui est super forte que je dis toujours à mes patients. Je dis, il y a un truc qui est inévitable et que vous devez apprendre à dire à quelqu'un, c'est « je ne t'ai pas donné l'autorisation de me faire mal ». Et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à ces... Qu'est-ce que tu dirais à la Stéphanie d'il y a des années par rapport à tout ce que tu as vécu? Et qu'est-ce que tu dirais? Bah, que déjà, je fais bien d'être optimiste, premièrement, et que j'ai toujours cru en moi, au fond de moi, que je savais que je valais beaucoup plus que ce qu'on disait de moi, ce qu'on pensait de moi, ça c'est un fait, et que ce que j'ai vécu, bah ça fait partie certes de mon histoire, mais maintenant c'est loin de moi, même si c'est proche en temps, mais pour moi c'est loin de moi, et ça ne me définit pas en fait. C'est ça qui est Ça a important. juste été des étapes dans ma vie, mais ça m'a amené tellement de puissance pour partir de chez moi, aller en formation, pour me démener, pour avoir un diplôme auquel j'avais pas accès. Tu vois, ça m'a amené l'énergie. Si tout allait bien dans ma vie, j'aurais pas pu faire tout ça. Et puis je serais peut-être restée toute ma vie sans savoir que j'étais HPI, sans savoir que j'étais capable de faire ça, sans savoir que je suis capable d'aider d'autant de femmes. En fait, mon but, c'est même pas d'aider des femmes, en fait, c'est juste de leur révéler la puissance qu'elles ont. Je veux dire, on mérite toute une vie à la hauteur de ce qu'on veut. Mais, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on veut être inférieur à quelqu'un, égal à quelqu'un, supérieur à quelqu'un? Est-ce qu'on veut être mère d'eux? Moi, j'ai pas envie qu'on me définisse comme la mère de mes enfants. Je suis une femme qui a eu des enfants. Mais je suis moi, en fait. Je suis une femme. Et aujourd'hui, tu assumes vraiment qui tu es. Ah et ben, tu viens en accord j'assume avec qui je suis totalement au fait de là où j'en suis, de d'où je viens, des efforts que j'ai faits parce que je les ai volés à personne. C'est moi qui ai fait ces efforts, c'est moi qui ai obtenu ces diplômes, c'est moi qui ai fait face à 49 médecins, c'est moi qui ai fait face à des coups bas, y compris dans ce domaine. Tout ça, c'est moi en fait. Et d'où vient cette force? Je sais pas, je pense que c'est dans mon caractère. C'est peut-être, je sais pas, une pulsion de vie, enfin, tu vois, d'être. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est franche et qui est cash. Je veux dire, quelqu'un qui passe ma porte et qui me dit, j'ai plein de problèmes.
J'adore ce genre de situation. J'ai plein de problèmes. Je leur dis, non, vous n'avez pas plein de problèmes. Ah si, je vais vous raconter, vous allez voir. Et non, en fait, pour moi, c'est comme si j'arrivais dans une armoire où tout est en bazar, tu vois. Et ben non, une fois que c'est rangé, t'as pas plein de problèmes. T'as un problème, voire 2 problèmes, et t'as des conséquences du problème. Et quand elle repart dès la première séance, elle dit, non mais j'ai jamais eu un esprit aussi clair. Mais effectivement, je connais mon problème, je connais la limite du problème. Je leur dis, et alors, vous allez continuer à rester dans cet état-là? Trouvez-moi une excuse de rester dans cet état-là. Ouais, aujourd'hui, tu es Bah un non. moteur pour toutes ces femmes qui Ouais. cherchent à changer, mais qui savent pas comment le faire. Oui, et puis il y a aussi les habitudes. On vit avec quelqu'un depuis longtemps, les gens nous connaissent avec cette personne, les enfants nous voient avec cette personne, la famille. Et c'est Tout. comme ça. C'est comme ça, on a aussi appris à ce qu'on nous dise bon, allez, laisse-moi aller, ça va aller. Non, ça va pas aller. Non, dès le moment où on sent que ça va pas, en fait. Il faut que ça cesse. Soit il y a l'intelligence des deux côtés, on en parle, on fait que ça s'arrange. S'il n'y a pas cette intelligence-là, ou qu'elle vient que d'un côté, il faut stopper. Parce que le temps passe vite, en fait. Et aujourd'hui, tu rêves de quoi? J'ai pas de rêve. Je suis pas dans les rêves. Je suis dans le pragmatisme. Aujourd'hui, des objectifs. Et mes objectifs, c'est de pouvoir accompagner 10 000 femmes avant mes 50 ans Bel objectif. à modifier leur vie, leur environnement, pouvoir vivre de leur business. Puisque là, je suis sur les femmes entrepreneuses, j'ai été beaucoup sur les particuliers. Ça ne veut pas dire que j'accompagne pas des particuliers, mais il y a un autre défi, un autre challenge. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que mon programme, il est en 8 semaines. Parce que c'est court. C'est court, mais c'est intense. C'est intense. C'est-à-dire que quand tu arrives là, tu le sais. Tu sais que ton business, ça marche pas. Tu sais que ça va pas. Tu sais qu'il en découle plein de problèmes dans ta vie. Et tu sais pas pourquoi. En fait, c'est pas que ton business, il marche pas. C'est que pour le moment, tu marches pas sur la bonne route. Tu marches pas sur ta route. Quand tu passes dans mon programme, mais tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais avec qui tu vas. Et il n'y a pas de négociation possible, en fait. Mais toi, aujourd'hui, tu as une vision très claire. C'est ce qui fait que tu arrives à avancer. Ma vision très claire, c'est que plus personne ne prendra le dessus sur moi, sauf si je le souhaite. Oui. Et plus personne ne manquera de respect. Ça, par contre, c'est pas un souhait. C'est même pas, sauf si je le souhaite. Il n'y a pas de manque de respect. Et plus personne n'obtiendra de moi quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Même par amour, même par compassion, même par gentillesse. Et je le dis aux gens, je suis la priorité de mes priorités, en fait. Jamais vous passerez devant moi, ni même mes enfants ne passent pas devant moi. Je suis ma priorité. Pendant toutes ces années où justement tu t'es fait passer après les autres, aujourd'hui tu as décidé de prendre le dessus et de vivre ta vie. Ouais. Et ça amène de la discipline, ça amène de la rigueur. Et la discipline, c'est faire attention à ce qui rentre dans son corps, à comment on mange, aux gens qui sont autour de moi, qu'est-ce qui rentre dans ma tête, de quelles pensées je me nourris. Aujourd'hui, tu t'entoures de personnes qui t'apportent du bien, qui font du bien. Alors pas qui m'apportent du bien, qui vont être sur leur route et qui vont être aussi des exemples en disant, ben, il l'a fait ou elle l'a fait, pourquoi je le ferai pas? Moi, je cherche pas des gens qui vont me faire du bien, en fait. Je suis capable de m'apporter ce que je veux. J'attends pas des gens qui m'apportent ce que je veux pas. Mais effectivement, si je me sens bien avec quelqu'un, je vais dire à la personne, je suis bien avec toi, parce que c'est important aussi. C'est important de le dire. De dire. Voilà. Et puis, les sentiments qu'on peut développer, on sait bien, on va pas rester avec les gens, même en amitié, durant des années, mais le moment où on l'est, on peut très bien dire qu'on est bien avec cette personne. C'est important d'ailleurs. On le dit pas assez. Bah, c'est ça. Puis ça fait plaisir et ça permet de partager un bon moment, en fait. Et au moins, la personne sait. Toi, tu le dis, la personne sait, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Et moi, je suis quelqu'un de franche, je suis quelqu'un de loyal, aussi bien en professionnel qu'en amitié qu'en amour. Je trahis pas, c'est-à-dire que quand la personne, elle rentre dans mon programme, elle est là avec moi, en fait. Moi, je la lâche pas. Si elle a des coups de mou, moi, j'en ai pas de coups de mou, en fait. Ouais, aujourd'hui, tu fais ce que tu aurais aimé qu'on fasse à l'époque. Ouais. J'ai aussi aidé d'autres femmes qui vivent ça, voilà, en leur disant, si tu pars pas, je viens te chercher, quoi. Ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Ce qu'il faut faire. C'est important de le dire. Merci de le dire. Ouais. J'aurais encore tellement de questions à te poser, mais on va arriver au bout de l'interview. Peut-être un jour un épisode 2 sur la suite.
Je t'ai demandé d'emmener un objet. Quel est cet objet et pourquoi? Cet objet, c'est cette bague, qui est une bague de fiançailles. Alors déjà, parce qu'elle est très belle. Oui, je confirme. Que j'ai pas mis à la main gauche, qui est à la main droite. Qui est une promesse envers moi. De m'honorer toujours. D'être la priorité de mes priorités et de laisser personne me détourner de ça. Donc cette bague, elle me rappelle tous les jours que chaque chose que je fais, C'est pour toi. c'est pour moi. Tu l'as acheté quand? Je l'ai achetée il y a 3 mois, peut-être. Je l'ai achetée parce qu'elle était belle, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et en fait, elle représente tellement de choses. C'est drôle parce que on a passé la journée ensemble et j'ai remarqué cette bague tout de suite. Je me suis dit, je sais pas, ça m'a interpellée. Mais tu sais que mes patientes qui viennent me disent toujours, mais cette bague est magnifique, Oui. elle vous va tellement bien. C'est vrai. Je me suis Et fait je la leur dis même oui, elle réflexion. me va très très bien, parce que c'est ma petite conscience qui est là et qui me dit toute la journée, ce que tu es en train de faire, c'est destiné à ton confort ou à celui de quelqu'un d'autre. Et même si je suis chez moi la journée, ma bague, je l'ai toujours en fait. Je la mets toujours et tout au long de la journée, je me dis, là je suis en train de faire un truc qui me sert pas à moi, qui va me desservir. Ouais. Aujourd'hui, tu as décidé d'être ta priorité, ce sera... Ouais. Et je souhaite à tout le monde d'être sa priorité parce que dans les relations qu'on vit, c'est tellement plus sain, en fait. J'attends pas de qui que ce soit qu'on vienne me sauver. J'attends pas qu'on me donne un amour que j'ai pas eu. J'ai eu l'amour que j'ai souhaité avoir et que j'ai reçu et avec lequel j'ai accepté de vivre. Je souhaite pas que on me dise, ma peau, je vais te remplir de tout ce que t'as pas eu. Non. Je veux vivre bien, confortablement, en étant sereine dans la réalité des choses et en étant dans la communication. Parce que je ne veux plus avoir à vivre des situations comme ça. Je ne veux plus avoir à me cacher dans mes émotions et me dire c'est pas grave, vis avec. Non. Ça dérègle ma thyroïde. J'ai une maladie thyroïdienne maintenant. Je dois vivre avec ça. Je ne veux plus avoir à vivre des douleurs. Non. Non, aujourd'hui, tu as décidé que c'était autrement. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, puisque tu fais de toi ta priorité. Toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, qui n'ont pas un objectif d'être eux, c'est-à-dire de savoir rester où ils sont, ben en fait, ils sortent de ma vie. Et je sors, j'ai sorti beaucoup de monde et je suis encore capable d'en sortir, peu importe le degré de lien avec la personne. Ouais. Bah, écoute Stéphanie, merci pour cette interview intense. Merci à toi. Je suis persuadée que tu vas aider beaucoup de femmes à comprendre certaines situations, à assumer certaines situations. Merci pour tes mots, merci pour ce témoignage incroyable et bravo pour ta force. Merci. Et je te souhaite une vie heureuse et en faisant de toi ta priorité. C'est ce qui est tellement important et ce qu'on devrait tous faire. Alors merci pour ça et à bientôt. Je te remercie et je te dis à bientôt, Chloé. Salut. Salut.